Bonjour à tous et bienvenue pour ce billet numéro 387 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler des Los Angeles Lakers qui ont été éliminés des playoffs 2025 contre les Timberwolves. Bilan tactique de la série plus intersaison 2025. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petite étoile. Bienvenue dans le Basket Lab. Les Los Angeles Lakers éliminés des playoffs 2025. Donc, allons-y, on a pas mal de choses à dire sur ce sujet. Donc, notre petit format un peu réact de d'habitude, c'est-à-dire bilan tactique de la série qui vient de se terminer, plus perspective et le point un peu sur l'intersaison à venir. De trois choses hyper intéressantes, évidemment, avec le cas des Lakers à développer. Et puis ensuite, à froid, plus tard, pas aujourd'hui, mais à froid cet été, on fera comme tous les étés notre bilan des Lakers, comme on fait le bilan de toutes les franchises, avec plein de stats, plein de petits points par-ci par-là. On parle de tous les joueurs, de toutes les... Voilà, vous connaissez un peu le topo. Mais donc aujourd'hui, on va pas être exhaustif sur la saison, mais bilan de la série du premier tour. Bon, déjà, l'élimination est finalement assez peu surprenante, je pense, vu que j'avais pronostiqué les Lakers pour aller très loin en playoff. Bon, voilà, évidemment, vu mon niveau toujours absolument iconique en pronostic, on pouvait s'en douter. Non, mais alors, au-delà de ça, blague à part, mettons ça un peu de côté. Mais sérieusement, moi, je reste un peu persuadé que cette équipe des Lakers pouvait quand même aller loin. Pour le coup, il y avait le personnel pour faire des choses. L'équipe n'est pas parfaite. Il y a quand même de la place pour faire pas mal de meilleures choses, en tout cas. Mais on va le développer aussi. Ils sont tombés contre un adversaire qui avait un bon fit, qui a mieux joué aussi. Et eux n'ont pas été bons. Voilà. Donc, quand on prend en compte peut-être ce phénomène de variance, finalement, de variance de performance juste, voilà comment je pense on peut expliquer ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas non plus tout à jeter, premièrement, et que, à mon sens, c'était tout de même une équipe intéressante. Pas parfaite, mais intéressante, même si je sais que, bon, voilà, t'es éliminé, le fameux, non pas le biais du résultat, parce que pour le coup, c'est pas un biais, c'est totalement conscient, c'est plutôt le culte du résultat, peut-être on peut l'appeler, c'est pas du tout un biais, le perdant a toujours tort, etc., mais voilà, c'est vrai que, bon, avant qu'on rentre dans le bilan de la série, c'est vrai que moi, je restais quand même sur une très très belle impression de la deuxième partie de saison, pour le coup. Alors, ça a été assez inégal parfois en termes de régularité, etc. Et même Doncic en soi, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quand même pas mal de grosses affiches où il y a des fois il est pas là, il y a des fois il est là et c'est fabuleux. La défense, ça a été un peu pareil, on va le développer. D'ailleurs, c'est un peu un point important. Mais ouais, je pensais vraiment que ça pourrait faire pas mal de bonnes choses en playoff. Pour le coup, tant mieux pour les Wolves, qui d'ailleurs, je pense, étaient un peu sous-estimés de ce point de vue-là. Je l'avais rappelé en preview, mais ils avaient quand même le 5e meilleur net rating, différentiel attaque-défense de NBA. On parle pas d'une équipe qui, en termes de niveau de jeu, était un 7e normal de conf. C'était top 5 meilleur différentiel attaque-défense de toute la NBA. Bon, ça ne fait pas tout, mais c'est quand même un indicateur toujours hyper intéressant du niveau de jeu. Mais voilà, un peu décevant parce que on a vu tout de même, je trouve, cette équipe réaliser de grandes performances contre de grandes équipes. Et alors peut-être c'était un mirage, peut-être qu'il fallait pas prendre ça pour argent comptant. Mais voilà, souvenez-vous, fin de saison, et c'était pas une fin de saison totalement à jeter à la poubelle en mode plus personne ne joue rien, pardon. La double confrontation contre OKC, match contre les Warriors qui était pas mal. Ils ont battu Denver évidemment en grande pompe il y a quelques semaines, etc. Enfin, il y avait des vraies belles performances pour le coup. Ça plus un Luka Doncic qui, on le sait, en mode playoff, voilà, moi je préfère avoir tort aujourd'hui et avoir misé sur Doncic et avoir tort que l'inverse pour le coup. Mais bref. On va y arriver. Donc bilan de la série tactiquement. Bon, je vais peut-être pas tout redévelopper évidemment puisqu'on j'avais fait un podcast à 3-1 en me disant que la série pourrait être intéressant à analyser à 3-1. Donc il y a à peine un match et que on ferait un bilan ensuite à la fin si ça se prolonge beaucoup. En l'occurrence, bon, je vais pas faire beaucoup de détails en plus. Si ça vous intéresse vraiment, vous êtes féru de tactique, je vous renvoie vers ce podcast si vous l'avez pas non plus écouté. Mais faisons un peu le topo plus globalement et plus rapidement. Peut-être que la 1h20, 1h30 qu'on a passé la dernière fois, il y a à peine donc un match. Et pour le coup, puisqu'on parle de bilan de série, je pense que l'endroit où il faut démarrer, à mon avis, c'est la défense. Voilà, je sais que beaucoup, et moi compris, j'ai quand même produit beaucoup de contenu par rapport au pick and roll offensif, Luka Doncic contre Rudy Gobert, pourquoi ça marche pas aussi bien que l'an passé où le même Luka Doncic avait totalement détruit les Wolves et c'était même pas une série disputée, c'était vraiment écrasé totalement. Donc forcément, quand on parle des Lakers, en plus LeBron James, pareil, quand on parle des Lakers, LeBron,
Doncic, on parle beaucoup de l'attaque, puisqu'en plus c'est attaque. Luka Doncic et LeBron et les Lakers contre eux. La force des Wolves, c'est la défense. Donc, toujours un peu ce côté-là du terrain qui prend beaucoup d'attention et je comprends pourquoi. Mais en un sens, pour moi, la plus grosse, là où tout se joue, c'est de l'autre côté du terrain. C'est-à-dire attaque des Wolves contre défense des Lakers. Et je vais le dire, hein, c'est aussi pour ça que moi, je les avais projetés assez loin en playoff, même je crois finale NBA et titre, hein, pourquoi pas. C'était la défense, en fait. Je dois dire que c'est un peu, pour moi, la grosse déception. Voilà. Clairement, je pense que, et je l'ai répété plusieurs fois en preview, etc., ces dernières semaines, il y a un côté pour moi où la formule Luka Doncic, entre guillemets, entre parenthèses en forme, ok, est plus une bonne défense. On sait que c'est une formule qui marche bien, même très très bien. Une formule qui, en 5-6 ans de carrière, crée année après année des upsets, où à chaque fois, c'est pas lui qui a le meilleur seeding, le meilleur classement dans l'affrontement, lui et son équipe, et pourtant à chaque fois ça fait des upsets ou pas loin, hein, depuis les Clippers en 2020 où il a failli les battre, Clippers 2021 là encore, hein, ils sont beaucoup moins forts et pourtant ils ont failli les battre, etc. Je vous pas, 2022 les Suns, bref, vous connaissez un peu le topo. Là c'est vrai que là où je me suis trompé, je pense que j'ai été un peu floué peut-être, et on va le détailler, c'est que la défense est une déception pour ces Lakers, vraiment. Et donc, notamment, bilan de cette série, allons-y. Pour moi, le premier point fondamental de cette série à analyser, c'est de voir que les Wolves ont complètement gagné au niveau de ce que moi j'appelle les marges. C'est-à-dire, hein, vous savez, il y a un peu ce côté où le basket, c'est quasiment un jeu à somme nulle, hein, puisque quand un tir est mis ou tenté, ensuite c'est l'adversaire qui le récupère, etc. Donc on alterne un peu les possessions, ce qui fait qu'au final, on a grosso modo à peu près le même nombre de possessions. Mais, précisément, pas tout à fait. Et en effet, c'est vrai que depuis quelques temps, pas mal d'équipes essaient un peu de jouer là-dessus, de plus en plus en tout cas, où il y a cet aspect où finalement le match ne se joue pas que sur combien est-ce que toi, tu es capable de marquer par 100 possessions, et moi pareil, par 100 possessions. On essaie un peu justement de venir un peu jouer sur ce nombre de possessions, de cartouches en fait. Essayer de jouer sur le fait qu'on a plus de cartouches que l'adversaire. Et donc, notamment, il y a des domaines sur lesquels on peut jouer là-dessus. Les turnovers. Si je suis capable de forcer beaucoup de turnovers, c'est des positions où l'adversaire en face ne peut pas prendre un tir, évidemment, donc ça lui fait beaucoup moins de points potentiels. Ou alors si moi, pareil, je perds peu de ballons, ça me fait moi des cartouches en plus, hein, moi des possessions en plus où je peux prendre des tirs à la fin et donc potentiellement marquer. Et puis pareil pour les rebonds. Rebonds offensifs, aller chercher des opportunités en plus, des deuxièmes chances comme on dit, des tirs en plus sur des rebonds, c'est du bonus. Et de l'autre côté, empêcher également l'adversaire d'avoir lui-même du rebond offensif, c'est pareil, ça aide un peu à creuser l'écart. Et c'est ce qui fait que, clairement, moi, sur cette série, c'est un peu le truc marquant, c'est que les Wolves ont gagné, en fait, précisément ces 4 domaines que je vous ai un peu décrits. C'est-à-dire que les Wolves ne font pas tant que ça de perte de balles sur cette série dans sa globalité. Ça, on en reviendra aussi. C'est totalement lié à la défense des Lakers, hein, pour le coup, qui est pas capable de créer beaucoup de turnovers. C'est un peu un de leurs défauts, voire même, non, pas le seul, mais un de leurs défauts, c'est qu'ils sont pas capables de créer ça. Eux-mêmes, les Wolves ont perdu peu de ballons. Voilà. Et puis pareil, ils ont dominé au rebond offensif, eux, les Wolves, leur attaque contre la défense des Lakers, tout en, de l'autre côté, n'ayant pas trop à se soucier eux-mêmes, les Wolves, du rebond offensif des Lakers, parce que les Lakers n'ont pas gagné. Donc voilà, ça fait 4 domaines du jeu, 4 aspects du jeu des possessions où on est quasiment sur un 4-0 pour les Wolves. Et je veux commencer par ça parce que c'est peut-être pas le principal, mais c'est vrai que c'est assez rare de voir une série où une équipe domine ces 4 domaines du jeu par rapport à l'autre. Et là, on a eu totalement ça. Donc c'est quand même assez notable. Les Wolves, peu de turnover, mais ils en ont créé beaucoup en face. Et puis ils ont pris aussi beaucoup de deuxième chance sur rebond offensif et ont empêché les Lakers d'en prendre eux-mêmes beaucoup. Donc au final, hein, si on fait le bilan, alors on n'a jamais vraiment le vrai total, hein, de possession jouée sur un match d'un côté et de l'autre, en tout cas pas dans le domaine public gratuitement, mais je crois qu'au niveau de la différence en termes de nombre de tirs, par exemple, ça fait une énorme différence. Je crois que c'est LeBron qu'on a parlé au match 2, je crois, de ce côté, finalement oui, ils ont eu beaucoup plus de tirs que nous, donc c'est normal qu'ils gagnent, quoi. Pas match 2 parce que les Lakers ont gagné, mais match 1, je sais plus. Mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc bref, jeu des possessions, le principal. Et puis, enchaînons un peu là-dessus, cette fois plus spécifique à la défense. Pour moi, là où la série a été perdue côté Lakers, c'est donc défensivement et plus précisément la fréquence de tir au panier qui a été autorisée. Voilà, ça c'est un peu, on peut décrire ça comme la conséquence, hein, c'est le fait que, in fine, les Wolves ont généré beaucoup de tirs au panier, plus également des lancers francs. Et après maintenant c'est le comment.
est-ce que ceci est arrivé? Comment ça se fait que ces Lakers finalement ont autorisé autant de tirs au panier ou de lancers francs ou même de fois ou de drive où le ballon est capable de toucher la peinture, comme on dit, puis de ressortir ou alors de prendre un tir au panier? Ça a été pour moi, j'en avais parlé la dernière fois, là, il y a 2 jours, mais c'est l'absence de stunt efficace. Donc, reprenons. Les Wolves ont un plan de jeu offensif qui est assez simple, de dire bon ben on a affaire à une défense en switch all qui a des maillons faibles, donc on va aller chercher les Luka Doncic, les Austin Reeves ou alors même Hachimura qui est pas forcément maillon faible mais on va le chercher sur switch. On l'attaque en 1 contre 1 et normalement une défense qui fait en switch all comme les Lakers mais comme d'autres, bon tu concèdes un 1 contre 1, un mismatch, mais derrière tu le protèges. Or là ça n'a pas été très bien fait. Et j'insiste parce que c'est vraiment pour moi la grosse déception. On avait vu des perfs défensives qui avaient été faites par ces Lakers qui avaient, je trouve, été de très très bon niveau. Et c'est ça pour moi la grosse déception, c'est qu'on n'a pas été capable, face à une équipe qui en plus de base est pas connue pour avoir une grosse attaque, qui a des problèmes de spacing, qui a des problèmes parfois de... Enfin, c'est le principal, c'est le spacing, mais du coup d'exécution offensive, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est un peu non seulement étonnant, mais aussi décevant, au final. Et donc les stunts, qu'est-ce que c'est? Les stunts, c'est quand un défenseur qui est pas impliqué sur le 1 contre 1 sur le drive, et qui vient, en fait, il vient sauter sur la ligne de drive, et puis repartir sur son shooter, par exemple. Donc, voilà, un peu gêner le drive, gêner le porteur de balle, ou limiter un peu le terrain, le rétrécir le terrain, ou boucher l'espace, etc., etc. Et en fait, pour moi, c'est là-dessus que le match s'est joué aussi. C'est-à-dire qu'on a eu un Randle qui a pu aller au poste bas, aller cibler des Austin Reeves ou des petits comme ça, ou même parfois des plus gros dans le périmètre, que ce soit LeBron James ou Luka Doncic, il les a attaqués un peu frontalement depuis la tête de raquette, ok. Mais même surtout Anthony Edwards, qui est un peu le point principal de tout ça. Je pense que vous l'avez vu aussi, on a une défense des Lakers qui n'a pas été bonne du tout en deuxième rideau. Et ça, c'est évidemment primordial. Parce qu'une fois qu'il est arrivé au panier, il n'y avait pas des mecs pour protéger le panier, il n'y avait pas des mecs pour faire une bonne rotation au panier, pour empêcher un tir ou alors pour bien le défendre. Donc voilà, ça c'est aussi, on va en parler, mais le choix d'avoir un line-up plus petit, c'est aussi, d'ailleurs on avait dit 2 mots il y a 2 jours, mais l'aspect où les Wolves finalement, c'est voulu, c'est pas du hasard quand on va chercher Hachimura, qui n'est pas le pire défenseur handball, mais on va le chercher lui. Pourquoi? Parce que ensuite on place volontairement en deuxième rideau Luka Doncic ou Austin Reeves, notamment, parfois aussi LeBron James qui n'a pas du tout fait une bonne série défensive en défense off-ball, justement, je l'ai même trouvé pas bon du tout. Donc voilà, il y a aussi cet aspect où, de toute façon, avec des line-up un peu petits, les Lakers n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas. J'ai vu aussi pas mal de monde dire, mais pourquoi est-ce que Jackson Hayes ne joue pas? Bon, ok, Jackson Hayes, il a de la taille. Après, Jackson Hayes, on l'a vu toute cette saison et depuis le début de sa carrière, c'est pas un mec génial en deuxième rideau. C'est pas c'est pas comme si on n'avait pas fait jouer Jaren Jackson ou Draymond Green ou un mec comme ça. Je trouve que c'est même pas comme si on n'avait pas fait jouer un mec qui était compétent 6-7 sur 10 là-dessus. Donc, bon, à tempérer tout de même les critiques relatives à ça, parce que non, Jackson Hayes n'aurait pas pu sauver à lui tout seul. Mais donc, précisément, pour moi, c'est là où tout s'est joué, c'est que une fois que tu avais autorisé la pénétration, il n'y avait plus personne derrière. Voilà, que ce soit Jackson Hayes, même s'il avait joué, mais donc il n'a pas joué, et donc ceux qui ont joué pour le coup, les Lakers n'avaient pas les moyens d'avoir des aides en deuxième rideau pour, une fois que le drive est fait et que le ballon est au panier, pour faire l'action. Empêcher le tir, faire le contre, etc., etc. Donc, en fait, ce qui aurait dû être fait est beaucoup mieux fait, et d'autant plus quand on connaît le manque de spacing des Wolves, c'est ces fameux stunts, c'est boucher l'espace, non pas faire la rotation au niveau du panier en deuxième rideau, mais en fait, dès le premier rideau, empêcher le drive. Et ça, c'est vrai que pour moi, c'est la grosse déception, c'est que ça n'a pas du tout été fait. Il y a un nombre de fois incalculable où je regardais le match et je notais sur ma feuille à chaque fois, mais où sont les stuns, quoi? On a un Edwards qui va chercher Doncic, qui va chercher Austin Reeves, qui va chercher un tel ou un tel, qui drive. Et en fait, le stunt est mal fait. Le mec qui est côté fort ou côté faible, ou les deux, ils sortent pas assez, ou alors pas assez tôt. Et donc, t'essaies de venir dans le gap, t'essaies de coulisser pour gêner Edwards, sauf que c'est trop tard, Edwards il est déjà parti, quoi. Donc, la rotation, ou même la pré-rotation, doit se faire un peu en amont. Tu dois être là très tôt, comme ça, Edwards voit qu'il y a quelqu'un devant lui, il peut pas driver, il kick out. Et ça n'a pas été fait. Et d'autant plus quand on sait, donc, disais-je, l'incapacité des Lakers à être efficace en deuxième rideau, il fallait stopper et endiguer ces drives dès le début du drive, et ça n'a pas été fait, et à mon avis ça s'est un peu joué là-dessus, parce que clairement cette défense des Lakers qui autorise à ce point de très haute fréquence de tir au panier et de lancer franc et de drive à Edwards, c'est pas normal. Alors
faut dire aussi, Edwards est fabuleux. D'accord, ça, on est d'accord là-dessus. Même d'ailleurs, si on regarde un peu les chiffres de la série de l'an passé contre les Wolves, contre les Mavs, l'an passé, la finale de conf, une série qui a été pliée assez rapidement, hein, on s'en souvient. Mais voilà, les Wolves avaient quand même une bonne fréquence de tir au panier, et notamment avec Edwards. Malgré, pourtant, la défense fabuleuse des Mavs de l'an passé, qui structurait bien le terrain, qui justement, dans ses stunts, dans ses aides, de boucher le terrain assez tôt, ils étaient très bons. Voilà, il faut dire aussi que, pour moi, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que les Lakers ont été déficitaires dans l'exercice, et c'est la déception. C'est du coaching qui n'a pas été bien fait, ou en tout cas, une exécution qui n'a pas été bien faite. Et des mecs qui viennent pas à temps, des mecs qui sont en retard, des mecs qui bougent pas assez le terrain. Ok, d'un côté. Bon, de l'autre, c'est aussi Edwards. Edwards, c'est quand même un mec qui, même quand les obstacles étaient là, arrivait à les contourner et aller tout de même au panier ou ce genre de choses. Donc, c'est un peu les deux. On va pas dire c'est que tout blanc, tout noir. Non, c'est un peu les deux. C'est une équipe, une défense qui a mal exécuté parfaitement et tout de même en face, un mec qui, c'est pas n'importe qui en drive, en impact et en capacité à mettre la pression au panier. Donc voilà, le mélange des deux a fait qu'on a eu ça. Et pour moi, c'est le point clé. Encore une fois, j'insiste, mais c'est le point clé, c'est que l'attaque des Wolves n'a pas eu besoin de se reposer sur un shot-making à 3 points. Il y a eu ce fameux match 1, ils ont shooté à 3 points à 51%, ok, on met de côté. Mais après, je sais pas si vous avez vu sans doute la stat aussi, ils ont gagné le match 5, ils l'ont gagné en shootant très très mal à 3 points. Et pourquoi ? Parce que beaucoup de rebonds offensifs, etc., donc le jeu des possessions. Mais je veux dire, je trouve que c'est peut-être l'échec de Redick, c'est que soit ça a été mal coaché, soit c'est la faute des joueurs qui ont mal exécuté, mais bref, dans tous les cas, on n'a pas eu ce truc où les Lakers se seraient très fortement resserrés et empêché les drives et tuer les drives dans l'œuf dès le début, et en fait de forcer la balle à aller sur le spacing et un peu aller tester, plutôt titiller, non pas autoriser Edwards à faire des drives plein centre, aller au panier là où il peut générer plein d'actions rentables, mais plutôt de boucher le terrain à foison en amont de l'action, etc., et de dire non, là on fait un mur, tu kick out si tu veux, et en plus nous ça nous arrange parce que parce que les Wolves c'est pas que des bons shooters à 3 points, donc un peu dommage que le duel ait été perdu ici pour moi. Bon, après c'est vrai que de ce point de vue là il faut aussi je réinsiste, mais le choix qu'a fait Redick, ça a été de partir la majorité du temps sur des line-up très petits. On a vu en début de série que Jackson Hayes jouait 4-5 minutes par match avant de sortir et d'être remplacé. Puis il y a eu ce fameux match 4 où la deuxième mi-temps est jouée intégralement par Finney-Smith à Hachimura. Ok. Et match 5, pas totalement en 48 minutes pour les titulaires, mais Jackson Hayes n'est pas rentré. Vanderbilt est rentré. Mais c'est petit, hein, Vanderbilt, évidemment. On a eu aussi Maxi Kleber qui a fait ses débuts avec les Lakers, il devait être content, mais voilà. Bref, donc on a eu ce line-up petit qui sert pour l'attaque, évidemment. L'intention, elle est clairement d'avoir le meilleur spacing possible, mais sauf que la conséquence directe, c'est que si t'es petit, t'as des problèmes en défense. Et là-dessus, voilà, à la fois pour ce côté deuxième rideau qu'on a développé, t'as pas un mec qui peut aider en deuxième rideau sur les drives, donc ça c'est pénalisant à cause de ce line-up un peu petit, mais il y a une autre conséquence, c'est le rebond offensif. Et je pense que vous n'êtes pas passé à côté du fait que Gobert fait un match 5 qui est extraordinaire. Voilà, j'ai parlé de l'ensemble de la série où le jeu des possessions est gagné par les Wolves, mais particulièrement ce match 5, c'est du rebond offensif, sur rebond offensif, sur rebond offensif, sur rebond offensif. Et ça encore, ça c'est tout autant, voire plus, la conséquence de ces line-up très petits. Et au final, Hachimura apporte une flexibilité de line-up de par son profil qui peut un peu tout faire, mais clairement, quand un line-up présente une telle faiblesse, en face, le coaching staff des Wolves a voulu insister, et on a eu un festival, un Randall qui est un excellent team, aussi rebondeur offensif, évidemment. Gobert face à Hachimura, ça a été un carnage également. Donc voilà, au final, on a tout de même cet aspect de rebond offensif qui est, là encore, la conséquence directe du line-up qui est aligné pour de l'attaque, mais le compromis est défensif. D'ailleurs, faut pas penser que Redick est totalement incompétent. Je veux dire, il le sait. C'est juste qu'il se dit, en fait, je préfère ça. Je dis pas qu'il a raison, je dis pas que je suis d'accord avec lui, mais le raisonnement, c'est de dire, de toute façon, si on fait pas un mode line-up petit pour le spacing, on marque pas de points. D'ailleurs, je crois qu'il l'a dit en conférence de presse. Il disait, mais oui, mais sauf qu'on a fait un line-up tout petit, et donc pour du shoot, parce que sinon, quand on avait un big sur le terrain, on n'arrivait pas à marquer. Donc, je veux dire, il le sait, ça, Redick. C'est juste qu'il fait le choix pour l'avantage offensif, en sachant qu'il y a un compromis défensif, mais je pense que c'est là aussi où il faut rendre crédit et donner du crédit au coaching staff des Wolves, qui a fait une série en termes de coaching qui était géniale, quoi. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une faiblesse des Lakers, on l'exploitait.
Donc voilà, ça a été pour moi clairement une des clés de la série. C'est ce line-up petit qui a peut-être pas assez marché en attaque et qui a donné ce compromis défensif qu'on pouvait deviner, qu'on pouvait voir venir, mais qui clairement a été amplifié, je pense, par le play calling et par le coaching des Wolves. Voilà, on parle du match-up individuel Gobert-Hachimura. Bon, il n'y a pas que ça. Il y a parfois des séquences où ça attaque le rebond offensif à 2, 3, 4, 5, peut-être pas, mais à plein, quoi. Et ça, c'est une stratégie à l'échelle collective. C'est pas juste un match-up individuel et un truc un peu organique ou non voulu. Non, il y a aussi des trucs, un truc un peu scripté de on va attaquer le rebond parce que eux nous présentent ce line-up avec telle faiblesse, appuyons sur cette faiblesse. On appuie là où ça fait mal. Donc voilà, vraiment excellent de la part, je trouve, de nos amis les Wolves, pour le coup. Et puis continuons un peu aussi, c'est vrai que, bon, là on arrive sur un point, bilan de la série, mais aussi un peu plus général peut-être. Les Lakers sont en switch all. Les Lakers sont en switch all, ça change sur tous les écrans. Forcément, quand tu arrives là-dessus, bon, déjà, tu as un Edwards qui, comme on l'a dit, quand il voit qu'il peut obtenir facilement, sans que ça bataille trop, un Doncic, Austin Reeves ou n'importe qui en switch, il va le chercher. Quand il voit aussi que les stunts ou boucher le terrain, c'est mal fait, bah, il en profite, il fait l'isolation et puis il pénètre et puis personne n'arrive à le stopper en début de drive, donc il peut enchaîner et aller jusqu'au panier, d'accord. Et puis aussi l'aspect où Randle est là. Et Randle, encore une fois, on a développé il y a 2-3 jours, je vais pas refaire le refrain, mais avoir un profil comme Randle, c'est-à-dire un joueur de post-up et périmètre, hein, il peut faire les deux. Il peut aussi driver depuis le périmètre, hein, contre LeBron, contre des plus gros, il peut driver depuis plus loin, post-haut ou même à 3 points. Mais donc il peut aussi aller au post-up. Et c'est vrai que, bah voilà, pareil, quand tu peux obtenir aussi facilement Austin Reeves et que ça va pas batailler pour le switch parce que c'est leur schéma. On fait un switch all parce qu'on veut pas faire un edge and recover, parce que le temps de faire un edge and recover, ça veut dire qu'il y a un décalage quelque part, que le poseur d'écran peut s'échapper, etc. Non, on fait un switch all, c'est la stratégie des Lakers. Bon, bah clairement, ça veut dire que tu as 2 options pour punir ça. Tu as Edwards, et puis tu as Randle qui a fait une excellente série. Vraiment, alors j'ai pas ces chiffres d'efficacité sur la série, mais en termes de scoring, on a quand même j'ai plutôt de très très bons souvenirs, de bonnes séquences où il est arrivé à punir des petits. Même match 5, hein, match 5 encore, on a vu tiens, je vais aller obtenir un tel ou un tel au poste bas. Parfois ça a été Reeves, parfois ça a été LeBron James, parfois ça a été Gabe Vincent aussi au poste bas. Et puis ça score. Et puis quand il pouvait pas scorer parce que c'était pas un contre un, qu'il y a une aide qui venait, passing, et puis voilà, on l'exploite depuis le passing, extra passe, et on trouve quelqu'un ouvert. Donc ouais, là-dessus, pour le coup, le fit était pas bon. Le fit était pas bon parce qu'on avait un mec qui, quand il veut, et quand il ne prend pas de pull-up à 3 points un peu à foison, Edwards, il va au panier. Bon, c'est quand même le très mauvais fit face à une défense qui switch, qui a des maillons faibles et qui a pas une défense de deuxième rideau aussi bonne. Donc très mauvais fit tactique ici pour les Lakers. Et de l'autre côté, pareil, quand t'as un mec comme Randle qui peut à peu près tout faire, mais notamment plus proche du panier, poste bas, punir d'un switch all, voilà, pas bon fit du tout non plus tactiquement pour les Lakers. Mais donc pour élargir un peu la discussion, c'est vrai que est-ce qu'on peut, je pose la question, est-ce qu'on pourrait pas un peu se questionner sur la pertinence finalement de ce switch all aujourd'hui? Bon, il faut tenir en compte aussi le fait que le pauvre JJ Redick, enfin le pauvre, c'est quand même bien d'avoir un Luka Doncic en cours de saison, hein, pour le coup, mais non, mais souvenons-nous aussi que quand il arrive l'été dernier, il veut mettre en place des principes, il développe toute une attaque autour de Anthony Davis en porteur de balle. Hop, ça, merci, bonsoir. C'est tout ce que tu as bossé en termes de playbook, en termes de camp d'entraînement pendant la saison, etc. Hop, tout ça à la poubelle. Davis n'est plus là. Et puis pareil pour la défense. La défense, il y avait ce choix philosophique de sa part de dire non, on fait un switch all, on va concéder sur les écrans, on change comme ça, aucun décalage nulle part, et puis ensuite on va protéger nos 1 contre 1 avec une aide devant, une aide derrière, etc. etc. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on a vues concrètement. Là encore, le match à Denver, on fait un switch all même face à Jokic. Sauf que quand t'as Austin Reeves qui est switché sur Jokic, il passe devant, il se met devant pour l'empêcher qu'il y ait une passe qui arrive au poste bas vers Jokic. Ensuite, il y a un mec qui prend un sandwich par derrière, il y a aussi un mec qui arrivait côté droit ou côté gauche, selon le côté. Voilà, il y avait une certaine activité, on arrivait à quadriller le terrain. Même l'arrivée de Doncic aux Lakers, je sais pas si vous vous souvenez, on a dit de très bonnes choses sur son activité off-ball, les rotations, etc. La défense off-ball de Doncic était très bonne. Pareil pour LeBron, on a eu des matchs et des séquences cette saison où il a été très bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bon, Redick, il a dit, on va faire 7 défenses, aucun décalage, on change tout et on protège derrière. Il a fait cette défense à une époque où son effectif n'était pas pareil. Il n'y avait que Austin Reeves qui était un peu
le maillon faible, on va dire. Voilà. Et derrière, en plus, non seulement tu n'avais qu'un maillon faible, mais derrière, tu avais l'assurance tout risque, le meilleur de NBA ou pas loin avec Anthony Davis. Donc, si vous voulez, il y avait un peu un aspect où, bon, ben, d'accord, on va parfois être exposé si Reeves, quelqu'un veut le cibler, mais voilà, on peut protéger derrière, quoi. On a Davis qui peut protéger derrière, on a toute une escouade autour, etc., etc. Là, bah, depuis février, il y a aussi Luka Doncic en plus. Et ça n'a pas tant que ça été mis en lumière sur la régulière. Peut-être pour ça que d'ailleurs, j'avais une impression de défense un peu mieux que ce qu'on a eu en playoff. Mais j'en viens à me poser la question, et je vous demande, est-ce que finalement, aujourd'hui, c'est pas trop de vouloir faire une défense en switch all avec 2 maillons faibles, premièrement, et sans Anthony Davis ou un défenseur de ce calibre derrière pour protéger ses switches. Vous voyez, il y a un peu ce côté où Redick a voulu mettre en place une philosophie l'été dernier, mais qui était aussi en fonction de un effectif tel qu'on l'avait. Aujourd'hui, est-ce que quand tu as 2 maillons faibles à ce point attaquables, qui peuvent se faire cibler, et qu'en plus d'avoir 2 maillons faibles plutôt qu'un, bah t'as aussi perdu le mec derrière qui pouvait compenser, est-ce qu'au final c'est pas trop tout ça? Est-ce que la bonne manière de faire, ce serait pas de tenter de partir autrement, quoi, de changer un peu les schémas défensifs? Alors, je comprends qu'il n'ait pas pu le faire en milieu de saison, évidemment, mais bon, vu qu'on fait un peu le bilan et qu'on se projette pour l'an prochain, ça peut être une réflexion. Ça peut être une piste de dire, bon, on va peut-être qu'on fasse, par rapport au recrutement, par rapport à quel pivot on va aller chercher ou pas, par rapport même au schéma plus généralement, est-ce qu'il faudrait pas faire évoluer le truc, quoi? Ou alors se séparer d'Austin Reeves et garder que Doncic en maillon faible, qu'on peut protéger de d'autres manières, et on continue de faire un switch all, mais on le protège. Il n'y a que lui, quoi, qui est maillon faible. Je sais pas, mais voilà, il y a un peu cette idée où finalement, vu l'évolution de l'effectif en milieu de saison, et je pense que c'est. Enfin, on s'en fiche, hein, je veux dire, à l'échelle de avoir Luka Doncic, tu le prends, quoi. Tu te poses pas la question de oui, mais on est quand même une défense en switch all, donc peut-être pas. Non, tu prends Luka Doncic, évidemment. Il y a pas là-dessus, il y a pas trop de questions, surtout pour le prix, surtout dans les circonstances qu'on connaît. On va pas refaire ce débat, mais même je rajoute aussi, pardon pour les familles, et je me prends des commentaires ou LeBron n'a pas été bon en défense cette série. Et j'étais un peu suspicieux toute l'année, pour le coup. Ok, il y a des matchs, il était très bon. Hein. Des matchs, il était très bon. Mais de même qu'il y a des matchs où Doncic a été très bon également, sur la rotation off-ball, etc. Bon, j'ai pas envie de le rajouter non plus à ce côté maillon faible, hein, pas du tout. Mais sur l'aspect de sa défense off-ball, elle est plus aussi active que ça pouvait être le cas avant. Si on avait le LeBron version Miami, évidemment, qui était à lui seul un peu le dépositaire de la défense du 8, hein, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin. Voilà, là, c'est pas un problème. Ça n'aurait pas été un problème. En tout cas, on aurait pu comprendre. Là, c'est vrai qu'on a un LeBron de 40 ans qui 3 mois dans la prochaine saison, on aura 41 d'ailleurs, au bout de 2 ou 3 mois de saison 2026. Mais clairement, on n'a pas ce balayage off-ball qu'il pouvait faire avant sur tous les matchs, sur 100% des matchs, avec une qualité qui était incroyable. On l'a plus, ça. Donc, ça rajoute aussi, en plus, à ce côté, est-ce que ça fait pas trop avec l'effectif que tu as, de miser sur switch all, plus derrière, grosse activité un peu partout, ça court partout pour compenser, pour aider en deuxième rideau, pour qu'on ait un ailier ou deux qui fasse du dépassement de fonction sur la protection de panier, qu'on assure au rebond défensif aussi, qu'on fasse des rotations dans tous les sens, etc., etc. Ça, c'est vrai que tu as 2 maillons faibles, tu n'as plus Davis, et tu as un LeBron qui, on l'a vu, hein, malheureusement, il est mortel, et donc même en playoff, hein, on pouvait se dire en playoff ça sera mieux, mais même en playoff il peut pas se donner à fond en défense. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup d'inquiétude peut-être pour perdurer des schémas comme ça. Est-ce que, vu qu'on va enchaîner un peu avec le recrutement aussi, hein, est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller chercher, je sais pas moi, Walker Kessler, et de dire on va faire une défense en drop plus traditionnelle? Je sais pas, mais en tout cas, ça a clairement été pour moi la grosse déception. Pour le coup, c'est que la défense n'a pas été au niveau. C'est aussi pour ça que je misais, moi, sur un run des Lakers assez loin. C'est que je me disais, bon, LeBron, ça reste LeBron, même en plus vieux, offensivement, je veux dire. Doncic, voilà, Doncic, on le connaît, et Doncic, la formule Doncic plus une bonne défense, on sait que ça peut aller loin. Ça fait des miracles. Donc, je me suis un peu à voir parce que j'ai été déçu et que la défense n'a pas été là. Après, je pense qu'on peut aussi se poser la question, et je me la suis posée, hein, vu ce qui s'est passé, mais est-ce que vraiment la défense des Lakers était si bonne que ça? Moi, je dois dire que, au final, je sais pas trop.
Je sais pas trop parce que j'ai quand même un bon souvenir. Et puis on fait une émission tous les lundis matin, on parle des matchs de la semaine, des grosses affiches, etc. On a souvent parlé des Lakers, on a souvent parlé de grosses performances défensives depuis février. Donc a priori, oui, je pense que les Lakers pouvaient être pas mal du tout. Mais c'est vrai que de l'autre côté, on regarde un peu les moyennes depuis les moyennes globales hein, de stats et de defensive rating, etc. Bon, bah depuis le 1er février 2025, ils étaient 15e en défense. Voilà. Avec notamment, ils étaient 19e sur 30, donc plutôt le dernier tiers presque, au niveau des rebonds offensifs concédés. Donc bon, bah c'était pas très bon. 19e également au niveau des lancers francs concédés. Donc là encore, quasiment dernier tiers, ou pas loin. Et puis 15e sur 30 en fréquence de tir autorisé au panier, donc à peine moyen, et puis 13e aussi en efficacité autorisé au panier. Donc voilà, c'est un peu, il y a un peu cette contradiction, je pense, où finalement, moi qui étais plutôt très chaud sur cette défense, et j'étais pas très chaud juste par love absolu de LeBron ou de mecs comme ça, parce que je vais en plus de le critiquer, c'est juste que je les ai quand même vus faire de grosses performances. Vraiment. Après, en voyant que les moyennes sont à ce point moyennes justement, à ce point pas impressionnantes, c'est vrai qu'on peut aller un peu regarder au niveau du déroulement de la saison. En fait, il y a des passages et des matchs qui, en effet, contre des grosses affiches, il y a de très très belles perfs défensives. Je pense à Denver, je crois qu'à Boston, alors ils perdent le retour quand il n'y a plus Davis et qu'il y a Doncic, mais c'est pas si mal que ça. Enfin bref, il y a eu un passage fin février, début mars qui était très bon. Après, il y a aussi d'autres fois où on voit qu'en fait, ils se sont gamellés quoi, défensivement, avec des 120 points, des 130 points autorisés, ou ce genre de choses, quoi. Donc ouais, au final, je sais pas trop quoi en penser. Je reste un peu, moi, sur mon impression que il y a des grosses perfs. Bah voilà, pareil, hein, contre Oklahoma City, ils font une grosse perf juste en fin de saison régulière. Contre les Rockets aussi, c'est pas mal. J'essaie de voir de tête, hein, si je m'en souviens. Mais Denver, j'en ai déjà parlé. Enfin, il y a des passages, il y a des fois, ils sont bons, ils sont très bons. D'ailleurs, je crois que Denver, ils le font 2 fois, si je dis pas de bêtises, où il y a une vraie défense, et même j'en parlais pas mal de fois sur la fin de saison. Il y a une formule chez ces Lakers qui était de gagner des matchs à, je sais pas moi, 105-100, quoi, ou 110-102, quoi. Sur un aspect, l'attaque, on sait qu'elle est pas fabuleuse, mais la défense et l'assise défensive peut être à ce point bonne que c'était un peu ça la formule, quoi. C'était défense plus Luka Doncic qui met assez de points, pour caricaturer, pardon. En l'occurrence, on voit aussi que les moyennes de saison depuis février disent pas forcément ça, disent pas forcément en grosse défense pour le coup. Et quand on redétaille un peu les matchs, en fait, on voit une assez grande variance. C'est un peu ça la clé. C'est peut-être là-dessus que je me suis fait avoir pour le coup, parce que quand on couvre la saison de manière un peu généraliste, hein, comme je le fais, c'est vrai qu'on peut pas voir tous les matchs notamment, mais moi je restais sur mon impression, et je pense que ça reste les matchs sans doute les plus significatifs, des grosses affiches, etc., etc. Et ouais, là-dessus, il y avait des très bons matchs. Après, c'est vrai que est-ce que j'ai été floué par ça? Je sais pas si vous êtes là-dedans aussi, dans votre cas ou pas. Est-ce qu'on a été floué par certaines grosses affiches, mais qui étaient peut-être pas représentatives? Peut-être, peut-être également. Mais ouais, c'est un peu là-dessus, je dirais que pour moi, la série s'est jouée, c'est que la défense n'a pas été au niveau, contrairement à peut-être ce qu'on pouvait attendre de cette défense sur la deuxième partie de saison, ce qu'on avait vu, ou des flashs peut-être qu'on avait vus. Mais vraiment, je vous dis, hein, je peux vous détailler, hein, 100 points à peine encaissés contre les Nuggets à l'époque où ils vont gagner à Denver, hein, souvenez-vous là, le match qui avait fait grand bruit. Pareil, ils enchaînent ensuite 102 points à peine encaissés contre les Wolves. Bon, je vous épargne un match à Dallas, on s'en fiche, mais donc à peine 102 points encaissés contre les Wolves, on est fin février. Back-to-back contre les Clippers, à peine 102 points encaissés à chaque fois. Contre les Knicks, victoire en overtime début mars, pareil, 109 points encaissés en prolongation, donc en plus, donc voilà. Donc il y a quand même des belles perfs, hein, pour le coup. À peine 108 points encaissés également contre Denver le 14 mars. 98 contre les Rockets le 31 mars, contre les Warriors, bon non, là ils se prennent la sauce début avril, mais contre OKC on a dit 99 points à peine d'encaisser contre OKC le 6 avril. Voilà, je trouve que, en tout cas je pensais qu'on avait cette assise défensive qui n'a pas été là. Voilà, donc peut-être que c'est juste moi qui me suis planté, peut-être que je me suis trop fié à certaines perfs de saison régulière, même si c'était contre des grosses affiches, peut-être que c'était pas représentatif, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un peu la déception pour moi.
qu'on peut expliquer aussi, hein, comme on a dit, par des éléments tactiques. Ils n'étaient pas armés pour stopper un driver comme Edwards. Premier rideau, deuxième rideau. Ils ont été punis aussi il y avait un deuxième créateur très bon contre les Switch. Ils se sont fait manger au niveau du rebond. Mais pourquoi aussi? Et on peut faire la transition vers l'attaque. Ils se sont aussi fait manger au rebond parce qu'ils ont aligné des line-up petits. Ils ont aligné des line-up petits parce que ils avaient besoin de shoot. Et ils avaient besoin de shoot parce que les Wolves sont une défense fantastique. Donc, quand une défense à ce point étouffante, tu as besoin d'espace pour scorer. Donc, voilà, c'est un peu, on retrouve l'idée des vases communicants, là, clairement. La défense des Wolves est tellement forte que, au final, quand on remonte le fil, il y a ça, donc il y a ça, donc il y a ça, donc il y a ça. Donc la défense des Wolves fait qu'ils ont pu briller en attaque. Voilà, c'est pour caricaturer, mais c'est vraiment ça. La défense de Minnesota est tellement forte que les Lakers ont dû mettre des shooters. En mettant des shooters, ils ont été petits. En étant petits, les Wolves ont pu briller de l'autre côté du terrain. Grâce à leur défense, paradoxalement, ils ont pu briller sur le rebond, aller au panier, etc. etc. Donc voilà comment est-ce que les Wolves ont pu faire du mal et ont pu gagner, y compris même un match 5, où ils ont shooté à 15% à 3 points, je crois. Il y a eu le coup de poignard là, de Mike Conley dans le corner qui a marqué la fin un peu, le dernier clou dans le cercueil des Lakers en toute fin de match, mais je crois que sinon, à part ça, ils mettent 3 points sur le reste du match. 6, avec Mike Conley, ça fait 7, mais 3 points sur 46, 47, un truc comme ça, un truc un peu dingue. Mais voilà, et donc, faisons un peu la transition, j'ai déjà un peu commencé à la faire. L'attaque des Lakers, moi, je peux comprendre. Je peux comprendre que il y a un aspect, on parle beaucoup de ça parce que déjà, Doncic, c'est une star en attaque. LeBron aussi un peu de ce côté-là. Plus, on a dit, hein, la force des Wolves, c'est aussi la défense. Donc, il y a un peu cet aspect où on est attiré par ce côté-là du terrain. Mais pour moi, comme j'expliquais, c'est pas ici que s'est fait la décision. C'est de l'autre côté. C'est défense Lakers trop décevante et trop sous-performante par rapport à l'attaque des Wolves. Mais voilà, je comprends qu'on parle beaucoup de ce côté-là du terrain. Et je comprends aussi qu'il y avait peut-être même l'accent qui a été mis encore plus que d'habitude par rapport au fait qu'on sortait de finale de conférence où les Luka Doncic, on va les appeler comme ça, les Mavs de Luka Doncic avaient complètement désossé la pourtant défense fabuleuse des Wolves qui venaient de sortir le champion en titre, Denver. Souvenez-vous, il y avait aussi ce narratif par rapport aux Wolves qui avait été construit en opposition à Jokic, parce qu'ils avaient deux gros qui pouvaient un peu gérer Jokic en 2 contre 1, etc. Mais bref, il y avait ce côté impression très, très forte des finales de l'an passé de Doncic qui met à mal la meilleure défense de NBA qui venait de sortir, le meilleur attaquant de NBA qui était Jokic, quoi. Donc c'était spectaculaire. Donc je comprends que là sur la revanche, on va dire, ou sur une revanche partielle, on a un peu l'attention qui soit mise de ce côté, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, on n'est pas si loin que ça des performances qu'on pouvait attendre, en un sens. Alors, c'est pas des bonnes performances offensives, je ne vais pas vous dire le contraire, notamment les fins de match, surtout, ont, je pense, gâché pas mal des moyennes. Si on regarde les moyennes de match, d'offensive rating, de points produits, c'est pas top, mais je pense que ça a été empiré par les fins de match qui ont été cata. Là encore, on peut parler du coaching peut-être, et du fait que peut-être que les fins de match sont cata parce que les mecs sont fatigués, notamment le match 4 qui a été gâché un peu à cause de ça en partie, à mon avis. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, pour moi, on n'est pas si loin que ça des attentes offensives de ces Lakers. Parce que, je répète, mais sur la deuxième partie de saison, les Lakers de Doncic, ou les Lakers avec Doncic, c'était on gagne 105 à 102. C'était grosse défense, plus juste assez de points. Mais il y a rarement eu des perfs de cette saison où on était, je sais pas moi, les Lakers avaient une attaque de folie qui tournait, avec des offensive rating de 130, etc. Et puis en termes de points par match, on gagnait 127 à 125, quoi. On a rarement eu ça sur les grosses affiches avec ces Lakers. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'attaque, finalement, sur la série, elle est pas bonne, mais elle est pas à ce point catastrophique. Elle est pas si loin que ça des attentes qu'on pouvait avoir, ou plutôt, pardon, je vais le reformuler. Je pense que même avec de meilleures performances offensives, ça n'aurait pas suffi. Et je vais essayer de le reformuler une 3e fois, non pas me répéter, mais reformuler. Clairement, pour moi, les perfs défensives sont bien moins bonnes que les perfs offensives. L'attaque est peut-être décevante, l'attaque n'a peut-être pas assez produit, mais la défense a été encore plus mauvaise, à mon avis. Et pas que à mon avis, on peut regarder au niveau de la production chiffrée, factuelle, au niveau des ratings, si vous voulez. Mais clairement, il y a des pics vers le bas en termes de defensive rating, des pics très très loin et très très mauvais. Là où pour l'attaque, on est, on va dire, moyenne basse, quoi. Entre moyenne basse et mauvais.
bon, c'est quand on connaît aussi que ces Lakers, hein, comme dit, qui sont pas non plus une attaque où il fallait attendre des 90e centiles de offensive rating. Pour moi, c'est vraiment la défense qui a fait du mal, même si l'attaque était un peu décevante. Mais la défense des Lakers, elle a été encore plus. Donc, bref, bon, bah, de ce côté-là du terrain, je vais pas redévelopper. Hein, je l'ai fait en plus en image, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube, vous verrez tout le jeu de pick and roll, etc. Mais pour le bilan tactique de la série, rapidement, le jeu de pick and roll, que je vais pas redévelopper, mais globalement, on a une équipe des Wolves qui, bah, précisément, est très différente de l'an passé. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu la même série. Et puis, non seulement les Wolves sont différents, mais bah, ce qu'il y avait autour de Doncic aussi était différent. Donc, comparé à l'an passé où on a eu excellent Dallas contre un des Wolves qui ont pu rien faire, cette année, on a eu l'inverse. On a eu des Wolves qui étaient meilleurs que attendus, mais parce que en termes de flexibilité, ils étaient bien meilleurs. Le fait d'avoir un Randle qui peut switcher beaucoup plus facilement, ça fait moins de compromis sur les écrans, hein, alors que l'an passé, 4, il pouvait pas switcher, donc ça crée des décalages parce qu'il fallait edge and recover, etc. etc. Voilà. Et puis, de l'autre côté, pareil aussi. Le fait que Luka Doncic n'ait pas eu un contexte favorable, optimisé, et notamment en termes de partenaires de pick and roll, bah c'est vrai que la menace du poseur d'écran n'étant pas géniale, que ce soit en termes de pick and pop ou de verticalité, les Wolves ont beaucoup moins craint et ont été beaucoup moins contraints que l'an passé à se tenir à telle ou telle couverture de pick and roll. L'an passé, le drop des Wolves s'est fait ouvrir, mais pourquoi est-ce que ça faisait un drop? Parce que c'était la moins pire des solutions. Parce que tu pouvais pas switcher avec un Towns ou avec même un Mike Conley qui jouait beaucoup, tu pouvais pas faire un switch all avec ça. Et puis tu étais obligé de rester en drop aussi. Pourquoi? Parce que il y avait la verticalité d'un Gafford ou d'un Lively qui plongeait au panier, qui représentait une menace de alley-oop, donc tu es un peu obligé de reculer, sinon tu as la passe de alley-oop dans le dos qui te punit immédiatement. Mais si tu recules, tu laisses venir et le Luka Doncic peut aller sur ses spots à l'intérieur. Là, clairement, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. On a eu beaucoup plus de fois où les Wolves finalement se sont un peu permis de rester à deux en sortie du pick and roll, rester à deux sur Doncic, un peu pour essayer de le contenir, parce qu'on craignait pas tant que ça le pick and pop. Alors, ok, ils en ont mis dans la série, Finney Smith et Hachimura, mais globalement, je pense qu'en termes de rentabilité, de création de jeu et de tout ce qu'on veut, les Wolves ont préféré concéder des 3 points ouverts ou semi-ouverts à Hachimura, plus que de faire comme l'an passé, de faire un drop, de rester bas, et de laisser finalement Doncic pénétrer jusque dans la raquette, quoi. Donc le choix est vite fait. Mais donc, au final, non seulement ça pouvait se permettre de rester à 2 sur Doncic, alors que l'an passé, on pouvait pas trop, parce que tu te mettais à 2 sur Doncic, il envoyait une passe de alley-oop, et puis ça faisait un dunk à 100% de probabilité. Donc, un dunk 100% de proba, c'est pas pareil qu'un pick and pop de Hachimura qui est à 35, 36, 37%. En plus, si tu arrives à le contester un peu à la fin, c'est encore moins. Enfin bref, on parle pas du tout de la même menace du poseur d'écran. Donc, on pouvait se permettre d'être plus agressif sur Doncic. Et puis, même en termes de gain terrain, là encore, je vous renvoie vers la vidéo si ça vous intéresse que j'ai faite sur la chaîne YouTube. Mais on a un aspect où, justement, Gobert ou autre pouvaient monter un peu au niveau de l'écran et réceptionner Doncic plus haut pour l'empêcher de pénétrer jusque dans la raquette. Et ça, c'était la clé de l'an passé, c'est qu'il pouvait aller sur ses spots à l'intérieur et à partir du moment où il est au cœur du jeu, il peut un peu totalement te casser ta défense, quoi. Soit scorer parce qu'il est sur ses spots et que le flotteur il est quasi automatique, soit sinon faire des passes distribuées dans tous les sens si tu apportes une aide sur lui, etc., etc. Donc en fait, on a globalement, je ne vais pas redétailler, mais globalement, on va dire que le pick and roll n'a pas marché. Pick and roll n'a pas marché. Randle, Nasrid, Switch All qui ont très très bien tenu, en plus sur des 1 contre 1. Gobert qui a bien tenu sur des 1 contre 1, mais qui parfois aussi, ça se permettait de faire des edges et de rester en 2 contre 1. Voilà. En plus, le pick and pop d'Hachimura ou Finney Smith n'étant pas celui de Towns, ils sont capables, hein, mais c'est pas une menace d'élite. Donc, ça cassait pas la défense en mode ah tiens, il faut absolument qu'on apporte un 3e homme ou une rotation de nulle part pour compenser le 2 contre 1. Non. Donc, globalement, le pick and roll n'a pas très bien marché. Tout de même, préciser que au fur et à mesure de la série, notamment le match 5, ça commençait à faire des blitz, donc des couvertures, non pas juste on laisse venir, on contient un peu soft, on laisse venir, on contient, non. Des 2 contre 1 agressifs et même très loin du panier. Et là, on a vu que petit à petit, c'est aussi pour ça que tu veux pas trop faire des prises à 2. Généralement sur Doncic, c'est que quand tu fais des prises à 2, il peut sortir la balle un peu dans n'importe quelle condition, passer par-dessus. Et une fois qu'il le fait, toi-même, tu as un 3 contre 4, un 4 contre 3 à jouer côté Lakers. Donc voilà, finalement, c'était plutôt pas mal le blitz de battre ce blitz sur le match 5. Mais on a aussi rencontré les problèmes un peu de spacing parfois, hein, parce que quand c'est Vanderbilt qui jouait, notamment en poseur d'écran, ça a marché,
mais pas des tonnes. Donc on n'a pas retrouvé non plus un Doncic qui avait la main mise sur le jeu et qui a pu faire des perfs offensives incroyables comme d'habitude. D'ailleurs, précisons également que Doncic lui-même n'a pas été fantastique sur les playoffs. C'est peut-être ça aussi mon erreur, hein, parce que moi je pensais qu'on aurait un vrai Doncic, mais pour le coup on a un Doncic qui a une certaine variance depuis quelques mois, et pas qu'en playoff. Hein. En playoff il n'a pas été très bon. Il n'a pas été élite. Voilà. Il a été parfois très bon. Je trouve, hein, sur des 1 contre 1, sur des trucs comme ça, c'est le Doncic d'habitude, hein, qui met des pull-ups à 3 points un peu absurdes. Mais on n'a pas eu le Doncic génial de d'habitude. On a pu avoir un Doncic bon ou très bon, mais pas génial. Donc ça change tout. Et au final, je sais pas à quel point c'est lié à sa condition physique, à son retour de blessure, etc. Je sais que pas mal de gens parlent de ça aussi sur Twitter. J'ai peut-être sous-estimé cet élément-là. Surtout que, pour le coup, c'est un peu ce qu'on a vu toute la saison. Il y a pas mal d'exemples comme ça où, ok, il y a des perfs géniales, mais qui, un peu avant ou un peu après, il y a des perfs et des matchs, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est pas Doncic, quoi. Ou il est plus discret que d'habitude, il est pas aussi bon que d'habitude. D'ailleurs, la fin de saison, là, le fameux match fabuleux contre OKC, où il met tout ça 1 contre 1 contre même Hartenstein qui switch sur lui, etc. Match fabuleux. Bon, bah, le match d'avant, c'est contre les Warriors, et il est pas bon du tout. Donc, j'avoue que là-dessus, moi, je misais peut-être, comme d'habitude, sur un bon Doncic, sur un génial Doncic. On a eu une version qui, depuis son arrivée aux Lakers, c'est peut-être un peu moins fantastique, sans doute. Donc ça a joué. Donc bref, cet élément-là. Et puis, c'est vrai qu'il y a aussi l'aspect du play call de notre ami JJ Redick. Et là, je parle pas seulement de qui fait jouer, qu'est-ce qu'on fait jouer ou pas jouer. Hein, c'est pas que ça la tactique. C'est même en termes de play call. Comment est-ce qu'on joue l'attaque? Comment est-ce qu'on initie le décalage? Là encore, il y a cette idée d'avoir un spacing absolu parce que la défense des Wolves, elle peut être à ce point étouffante. Donc, plus tu as de l'espace, plus tu peux opérer dans cet espace. Ça, c'était l'idée de base de Redick. Là où je diffère un peu, c'est que on a vu 2-3 fois sur la série match 3-4, je crois, on a vu des passages avec Jackson Hayes qui ont été peut-être les seuls pick and roll qui ont forcé Gobert à reculer. Alors que d'habitude, je vous ai dit, sur ce jeu de gagne-terrain, ou l'empêcher de gagner du terrain, justement, Gobert montait assez haut sur les écrans, et donc empêcher Luka Doncic de driver nord-sud, de prendre de la vitesse en sortie de l'écran, puisque s'il a quelqu'un devant lui, bah, il peut pas, hein, il est obligé de reculer, ou d'attendre le switch, etc. Là, on a eu des séquences avec Jackson Hayes, où, quand Hayes roulait au panier, et non pas au pick and pop, mais au panier, c'est pas l'élite, mais c'est quand même un peu vertical. Et donc, Gobert était un peu obligé de reculer, il reculait, et c'est des exemples où, en fait, Doncic arrivait sur ses spots. Donc, oui, je comprends l'idée de Redick d'avoir le spacing absolu et maximum, d'accord. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'ait pas un peu plus insisté parfois sur d'autres aspects. Mais en même temps, il faut aussi rendre du crédit aux Wolves, parce que le début de série, on a testé. Mais qu'est-ce que faisaient les Wolves? Bah, ça switchait. On switchait, en fait, très simplement. On switchait Gobert sur Doncic, quand ça faisait beaucoup de pick and roll Doncic-Jackson Hayes en tout début de série. Gobert, tu vas sur Doncic, et il n'y a pas de lob. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de décalage. Parce que McDaniels, ensuite, il switch, il reste sur Jackson Hayes. Donc voilà, il y a cet élément-là aussi. Mais bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage par rapport à ça, je trouve. Lui a argumenté que c'est parce qu'avec quand il y avait un pivot, ça scorait pas. Mais je trouve ça un peu dommage de ne pas avoir plus insisté. Et puis l'autre aspect un peu dommage aussi, je trouve, c'est que, on en avait parlé un peu, mais le spacing, ok, mais ensuite, c'est comment est-ce que tu l'animes? Qu'est-ce que tu fais dans ce spacing, qui est un peu la clé? En l'occurrence, face à une défense des Wolves qui était à ce point bien armée pour défendre le pick and roll, et qui arrivait à ce point à bien endiguer le pick and roll et à le freiner complètement, hein, presque, quasiment, je trouve ça dommage qu'on ait à ce point insisté sur le pick and roll. Parce que, en plus, match 2, on a vu un match où Redick avait fait un très bon play call, avait sorti plein de systèmes en split avec Luka Doncic, non pas en pick and roll qui part de loin, mais on t'installait en tête de raquette poste haut, et puis on faisait des coupes d'un côté, des coupes de l'autre, écran d'un côté, écran de l'autre, voilà, ce genre d'action où en fait le décalage est créé autrement. Le décalage est créé par un cut, le décalage est créé par un écran, etc. Ça avait très bien marché match 2, donc je regrette pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça aussi match 3 et 4, quoi, pour le coup. C'est un peu dommage. Match 5, il l'a refait, on a vu qu'on est reparti sur beaucoup de possessions poste haut, donc c'était assez cool. Le problème, c'est que ça n'a pas marché autant qu'on aurait voulu, je trouve. Et puis, autre aspect, d'ailleurs, qui moi, vu qu'on a parlé un peu de play calling, de système annoncé, de tactique, etc., de coaching, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'isolation pour Doncic? Je pense que ça, alors, je parle souvent du post-up, il n'y en a pas assez pour Doncic, c'est un peu dommage. Vu le différentiel de taille qu'il y a par rapport à McDaniels, c'est dommage qu'on ne soit pas allé plus souvent en post-up.
Et puis, non, mais même, en fait, même de l'isolation un peu structurée. C'est ce que, on s'en souvient pas, hein, mais Doncic en faisait beaucoup à Dallas l'an passé sur le run de playoff. Avec un aspect de, c'est pas isolation, genre un peu improvisé, non mais vas-y, un contre un, vas-y, on te donne la balle et tu fais ce que tu veux. Non, non. Le terrain était structuré pour ça, c'est-à-dire, on libère toute une moitié de terrain. Dans le corner, on met Kyrie Irving, qui était un excellent shooter, évidemment. Donc, le mec qui est dans le corner, à une passe près, il peut pas aider, ou alors s'il aide, ça donne directement un tir à 3 points ouverts pour un excellent shooter, donc ok. Personne sur l'aile, évidemment. Il attaque du côté où il y a personne sur l'aile, comme ça, il y a personne sur l'aile qui peut faire un stunt. On en a parlé pour Edwards, hein, pour ce côté faire un stunt. L'an passé, à Dallas, Luka Doncic pouvait driver sans que personne ne vienne le gêner depuis l'aile. Il drivait de manière volontaire, hein, c'était scripté. Driver de ce côté-là où il y avait personne sur l'aile, comme ça, il n'y avait pas de personne qui pouvait le gêner en début de drive, et donc il pouvait débouler jusqu'en fin de raquette pour aller sur son spot. Et puis, de l'autre côté, également un shooter de très bon niveau qui était mis à une passe près. Donc, si l'aide venait, on avait aussi la possibilité de, en une passe, tu vois, un 3 points ouvert de bonne qualité. Et ça, on l'a pas eu. On l'a pas eu du tout aux Lakers. Et pourtant, vous pouvez aller voir, j'ai fait pas mal de vidéos sur les Mavs l'an passé, leur run de playoff, etc. Cet aspect de l'isolation sur l'aile, où tu drives sur un côté où il n'y a pas de stunt, donc personne ne pourra te gêner en début de drive, et donc tu pourras aller très loin sur ton drive, plus Irving d'un côté, un autre shooter de l'autre, ça, c'est un set qu'on a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes de fois. Il n'y avait pas que le pick and roll. L'isolation de Doncic bien organisée et bien structurée, on l'a vu beaucoup. Là, on ne l'a pas vu. Donc, bon, c'est un peu dommage, et surtout, raccrochons aussi à un autre point, j'étais étonné du manque de l'absence de minutes totale de Knecht, Dalton Knecht, qui, pour le coup, c'est un shooter d'élite, lui. Et il n'y en a peut-être pas des tonnes dans cet effectif, mais si tu fais une isolation sur un peu un aile droite avec dans le corner droit Austin Reeves et tout en haut sur l'aile de l'autre côté Knecht, bon, là tu offres un vrai choix à la défense. Tu poses un vrai dilemme de est-ce qu'on vient aider ou est-ce qu'on laisse en contre un. Et si on vient aider, on a un shooter d'élite, notamment Knecht, qui peut dégainer hyper rapidement. Pareil pour Reeves de l'autre côté. Ou alors on laisse en contre un, et en contre un, en fait Doncic il peut totalement enfoncer McDaniels et même Edwards, hein, on l'a vu l'an passé que Edwards, même un contre un Edwards dans de l'espace, non, il peut pas résister. Donc ça c'est un peu dommage, je trouve vraiment très très dommage qu'on n'ait pas vu ça, et d'autant plus que bon, nous dire qu'il fait pas jouer Jackson Hayes parce qu'il veut un spacing total, à la limite on comprend, mais alors si tu veux un spacing total et le meilleur spacing possible, pourquoi ne pas faire jouer Knecht plus que ça? Alors oui, on va me répondre oui, c'est pour la défense, mais le truc c'est qu'au bout d'un moment, il y a un moment où en fait, quand t'es à deux maillons faibles, les deux ne peuvent pas se faire si loin en même temps. Donc, bon, je vais peut-être dire une bêtise, hein, mais vu que t'avais déjà Reeves et Doncic sur le terrain, en fait, si sur ces minutes-là, t'avais aussi du Dalton Knecht, ok, soit c'était lui qui était attaqué, mais du coup, Doncic n'était pas attaqué, soit c'était l'inverse. Et vous voyez ce que je veux dire, quoi. De toute façon, t'avais des maillons faibles qui allaient se faire cibler, c'était le mode opératoire des Wolves. Un maillon faible de plus ou de moins n'aurait rien changé. Je dis pas, hein, si par exemple on parle de, je sais pas moi, de Orlando, défense en switch all avec aucun maillon faible, tu mets un Knecht là-dedans, tu dis mais non, ça gâche tout. Ça gâche tout. Nous, on avait un rempart une première ligne qui était fabuleuse, on n'a aucun maillon faible, personne peut se faire cibler, et là tu nous mets Knecht, bon non, il va se faire cibler et tout est gâché, quoi. Mais là on parle pas de ça. On parle d'une équipe où il y avait déjà, en réalité, deux maillons faibles, donc un de plus ou un de moins au final. Bon voilà, tu ne peux pas punir tout le monde en même temps. Donc un peu dommage. J'aurais bien aimé voir un peu de Knecht et un peu plus d'un terrain mieux organisé, un spacing mieux organisé. Bon, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas, et je trouve que sur l'ensemble de la série, si on fait le bilan, la dose et le nombre de pick and roll a été beaucoup trop grand par rapport à la capacité des Wolves à arrêter ce pick and roll de très bonne manière. Et à l'inverse, on n'a peut-être pas assez eu d'attaques un peu diversifiées et variées. C'est-à-dire du jeu en high post, des splits, des actions off-ball, des sorties d'écran aussi. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus de Doncic qui sort d'un écran et qui peut attaquer avec un mini décalage déjà sur McDaniels? On n'a pas vu assez de, je sais pas moi, de high post offense, j'ai déjà dit, mais alors pas assez de post-up aussi. On n'a pas eu assez d'isolation structurée avec deux shooters d'élite autour de Doncic, etc. Finalement, vu à quel point les Wolves étaient bons pour ce pick and roll, avoir insisté à ce point là-dessus, c'est un peu dommage. Bref, on va pas continuer, mais c'est l'idée. Et puis, il y a l'aspect aussi de juste, les Wolves sont quand même très bons aussi défensivement pour tout ce qui est playmaking défensif. Donc,
c'est vrai que les Lakers ont perdu pas mal de ballons, forcés ou non forcés, mais ils ont perdu pas mal de ballons. Et on a dit aussi, le fait d'avoir un line-up petit, ça leur a coûté des points sur le rebond défensif. Les Wolves ont pu aller chercher des rebonds offensifs contre les non-box-out ou les mauvais box-out des Lakers petits. Mais ce line-up, ça leur a aussi coûté des points, des cartouches et des possessions au niveau du rebond offensif des Lakers. Parce que, bah ouais, évidemment, quand t'as un spacing comme ça et quand t'as tes deux intérieurs, entre guillemets intérieurs, Finney Smith et Hachimura, ou alors LeBron, Hachimura, enfin on s'en fiche, quand t'as 5 joueurs qui sont à 3 points, bah, t'as aucune force de frappe au niveau du rebond. Donc ouais, là aussi, c'est un compromis de ce line-up. Il faut en avoir conscience. Finalement, sur ce jeu des possessions, on a aussi perdu parce que quand on reste à 5 loin du panier, 5 petits, on n'a pas cette présence que peut avoir parfois un gros qui rôde proche de la raquette, qui peut avoir du rebond offensif, etc. Donc, tout l'inverse de ce qu'ont fait les Minnesota Timberwolves. Donc voilà, bilan global en quelques mots, on va essayer de résumer ça. La déception pour moi, c'est la défense. La défense n'a pas été au niveau. Edwards n'a pas été stoppé sur ses switches. Il n'a pas été stoppé en deuxième rideau, mais peut-être même pas assez en premier rideau pour l'empêcher de faire un drive, justement, et pour essayer de soit le forcer à être un passeur, soit le forcer à prendre des pull-ups. Dommage. D'ailleurs, je n'ai pas développé non plus, mais un peu dommage qu'on n'ait pas vu que Redick n'ait pas joué la carte un peu de la défense beaucoup plus proactive. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus de prises à deux plus agressive et pas juste un peu je switch et puis après on envoie un deuxième défenseur, mais le temps qu'il arrive, c'est mal fait, il peut libérer, etc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de prises à deux au niveau de l'écran? Ça, c'est aussi peut-être un regret. Le fait qu'il a joué la carte des line-up de shoot fait qu'on a eu beaucoup moins de minutes au global sur Vanderbilt, Gabe Vincent, Goodwin aussi, ou des mecs comme ça. Bon, ça c'est un peu les vases communicants. Randall aussi qui a été très bon sur le switch all. Les Wolves qui ont gagné la bataille du jeu des possessions. Turnover des deux côtés, rebond des deux côtés. Donc ils ont eu beaucoup plus de cartouches que les Lakers. Et puis l'attaque qui, en effet, la défense a été cata, l'attaque a été juste mauvaise. Elle n'a pas été aussi mauvaise que la défense, mais l'attaque a été décevante. Pourquoi? Parce que les Wolves ont bien géré le pick and roll et que les Lakers sont un peu trop attaqués en pick and roll. Voilà, c'est peut-être ça un peu le résumé qu'on peut faire, et que le pari de finalement avoir un line-up switch all, enfin pas switch all, pardon, space 5 out, spacing absolu, le pari n'a pas payé. Il aurait pu, même plus que ça, je vais redévelopper peut-être un peu plus, même si on est dans la conclusion, mais le match 4, ils sont censés le gagner, ils sont censés égaliser à 2 partout, et même le match 5, on a parlé des Wolves qui gagnent ce match, on ne sait pas comment, avec de la transition, avec du rebond offensif, et pourtant en shootant à 15% à 3 points. Bon, les Lakers shootent à 29% à 3 points. Donc les Lakers shootent pas bien non plus. Et les Lakers, moi, le début de match m'a pas rassuré du tout. Moi, je pensais que c'était un peu fini en début de match parce que c'était quand même compliqué, hein, les Lakers. Mais bon, ils sont revenus. Il y a une fin de match disputée qui, encore une fois, n'est pas allée en leur faveur. Mais bon, voilà, quoi. C'est un peu dingue, quoi. C'est un peu dingue que t'aies le match 1 où les Wolves shootent à 50% à 3 points et gagnent, tu dis, ok, là, on peut pas grand chose. Parfois, ça arrive en playoff, hein. Regardez Denver Clippers. Les Clippers auraient dû gagner 2 matchs de plus et finir la série, mais c'est pas le cas. Et là, ils se retrouvent sur un match 5 où les Nuggets prennent feu à 3 points. Bon, c'est comme ça, t'y peux rien. Mais ce que je veux dire, c'est que bon, tu perds un match aux Wolves, le match 1, parce que ça shoot bien, il y a une surchauffe totale, ok. Bon, ça arrive. Mais qu'ensuite, tu puisses pas gagner des matchs, notamment où les Wolves shootent très très mal, bon, là, c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est un vrai manque à gagner, et donc c'est une élimination pour nos amis les Los Angeles Lakers qui, malheureusement, n'iront pas plus loin que ce premier tour des playoffs 2025. Et donc désormais, après le bilan tactique de la série contre les Wolves, passons aux perspectives et à quoi s'attendre pour l'été à venir, l'intersaison à venir des Los Angeles Lakers pour cet été 2025. Bon, je pense qu'il y a une chose qu'il faut dire tout de même, c'est que cet été va être charnière. En fait, il va être d'autant plus charnière que l'été d'après est encore plus important, en un sens. Dans le sens, pour expliquer un peu, nous avons Luka Doncic qui pourrait et qui va être free agent l'été prochain, l'été 2026. Il est en fin de contrat. C'est aussi pour ça que les Mavs ont l'échangé, mais bref, ne rouvrons pas ce dossier-là. Je crois aussi que c'est possible pour lui de signer une prolongation avant la free agency, avant l'été 2026.
Mais bref, il y a un peu ce truc qui plane, je trouve, avec les Lakers. Pour le coup, c'est il faut quand même se préparer à améliorer l'équipe pour le futur. Notre futur, c'est Luka Doncic, on l'espère en tout cas. Et donc, c'est en ce sens où, si tu as envie qu'il reste, il faut que tu réussisses à construire une bonne équipe. Et pour construire une bonne équipe, ça se passe dès cet été, paradoxalement. Donc voilà, c'est un peu pour moi l'objectif principal. C'est que, attention, l'été 2026, l'été prochain, mais si on veut être en bonne position l'été prochain pour garder Doncic, il faut commencer maintenant. Il faut commencer maintenant. Donc oui, et puis aussi pour préciser, je peux le dire maintenant, c'est vrai que, pour le coup, c'est aussi possible, je crois, qu'il signe sa prolongation avant l'été 2026. Donc, il y a aussi le fait que, et beaucoup vont me le dire, non, mais il va pas quitter les Lakers. Il va pas quitter les Lakers, c'est trop bien. Les Lakers, il y a le marketing. Les Lakers, et ça c'est vrai aussi, il peut se faire un paquet d'argent sur l'aspect juste d'être à Los Angeles, en fait. Les pubs, les contrats, etc. Plus que s'il était à Minnesota, à Milwaukee ou des endroits comme ça. Donc oui, tout ceci est vrai, mais j'ai quand même 2 points, moi. 2 points centraux là-dedans. C'est le fait qu'il n'y a plus de Supermax sur la table. Donc c'est pas comme si on disait est-ce qu'il va quitter les Mavs ou pas, est-ce qu'il va quitter son équipe qu'il a formée ou pas, parce que avec les Mavs, il y aurait eu ce Supermax qui était donc un incentive, une motivation financière énormissime, qui d'ailleurs était faite pour ça. On avait créé ce Supermax pour que les équipes puissent conserver leurs propres stars et pour éviter qu'elles s'en aillent. Si le joueur était formé au club, etc., enfin il y a des conditions, mais on s'en fiche, formé au club et puis tel nombre de MVP ou de All-NBA, pardon, plutôt, ou trucs comme ça, on pouvait toucher, je crois que c'était 73 millions l'année pour le Supermax de Doncic, qui aurait été le plus gros contrat de l'histoire. Mais je dis ça aussi, pourquoi ? Parce que là, finalement, choisir les Lakers, l'équipe où il est actuellement, ou finalement partir, en fait, c'est choisir entre 2 salaires qui vont être similaires, si ce n'est carrément identiques. Entre signer, je dis n'importe quoi, signer à Denver ou alors signer aux Lakers, c'est plus ou moins, voire même exactement la même somme. C'est pas comme le sacrifice, entre guillemets, qui aurait été fait si, non, je prends pas les 75 millions à Dallas, je vais signer pour 55 à Denver. Vous voyez, il y a quand même moins de compromis. Donc au final, quitte à pas avoir un Supermax, en fait, il y a ça aussi, quitte à pas avoir cette énorme incentive, cette motivation d'argent, je peux imaginer un Doncic dire à ce moment-là, je vais juste choisir la destination qui me plaît le plus. Et ça peut être Los Angeles, parce que c'est quand même cool comme ville, et comme même comme franchise historique, etc., évidemment. Mais ça peut aussi être ailleurs, quoi. Si notamment, on en revient à ça, si notamment sportivement, c'est pas cool, mais que à côté, de l'autre côté, t'as un projet génial, on te dit, viens, nous l'équipe elle est prête, nous l'équipe elle est géniale, elle est rodée, il y a tous les role-players que tu veux, etc., viens chez nous. Ça me paraît pas inimaginable de penser que Doncic puisse quitter les Lakers. Je sais qu'à chaque fois, j'offense des gens quand je parle de ça, de cette possibilité. Mais oui, c'est génial les Lakers. Mais ça me paraît pas une probabilité de 0 de se dire finalement, pour la même somme d'argent, je vais dans le meilleur projet. C'est possible. C'est pas un Américain en plus, donc peut-être que Los Angeles, il s'en fout aussi en un sens. Donc il y a ça. Le fait que de toute façon, il n'y aura pas de Supermax, donc il n'y a pas cette motivation d'argent énorme. Et puis même, il n'y a pas non plus de loyauté en un sens. Je pense qu'il aime bien les Lakers. Je pense qu'en plus, il a déjà dit 2-3 fois déjà qu'il aimait bien être là, etc., etc. C'est pas sa franchise. C'est pas totalement sa franchise. Encore une fois, faisons l'analogie, mais je pense que quitter les Mavs, ça lui aurait fait mal. D'ailleurs, on a bien vu à quel point il était traumatisé, etc. Mais voilà, là, c'est une équipe dans laquelle il aurait été pendant 1 an et demi avant de la quitter. Je dis pas qu'il aime pas les Lakers, qu'il veut pas y rester, etc. Mais c'est pas pareil. Donc, bref, moi, c'est pour ça que je me dis, je garde dans un coin de la tête, non pas il va quitter les Lakers, mais il peut. En tout cas, il pourrait. C'est peut-être même pas probable, mais c'est possible. Donc, je préfère quand même insister là-dessus parce que pour moi, c'est un peu un tournant potentiel de l'intersaison de 26, mais donc déjà de 25 parce que justement, imaginons, alors encore une fois, je dis n'importe quoi. Imaginons, il y a les Spurs qui arrivent avec un Wembanyama qui l'an prochain fera une All NBA First Team avec beaucoup de cap space, avec beaucoup de choix de draft, avec beaucoup d'assets, avec un supporting cast qui est déjà très bon, et que de l'autre côté les Lakers sont en fin de cycle, n'ont plus trop d'assets, ne sont pas arrivés à construire un bon effectif, que Doncic une deuxième année a des déceptions en playoff, une année frustrante, il n'y a pas les bons éléments, il n'y a pas les... Voilà, pour moi c'est pas du tout à exclure le fait que si toi ta situation des Lakers c'est pas bonne et qu'en face il y a des méga projets qui se montent et qui lui tendent la main,
qu'il ouvre les bras, pardon, plutôt, ça paraît pas impensable qu'il s'en aille. Donc, il y a cet intérêt de que faire à l'été 2025. Il faut tout faire pour l'été 2026. Vraiment. Alors, si tu arrives à sécuriser dès cet été la prolongation, parce que voilà, un joueur n'est pas obligé d'aller en free agency, tu peux aussi négocier en amont. C'est totalement anti-paroxytique, hein, c'est anti-climatique, climactique, comme ils disent. Voilà, c'est un peu nul. C'est un peu nul. Ça se passe au milieu de la saison. On sait pas pourquoi. Tiens, le 29 mars, on a la prolongation de un tel qui tombe. Bon, c'est pas spectaculaire, c'est pas au moment où on voudrait, mais on peut. Donc tant mieux s'ils arrivent à la sécuriser dès maintenant. Ça pourrait être le premier objectif, mais c'est pas sûr. Et je pense que Doncic aurait aussi intérêt à attendre. Mais voilà, il y a aussi ce truc de que faire cet été pour améliorer, pour optimiser nos chances. Et d'ailleurs, j'en parle aussi parce que je pense que désormais, il faut tout faire pour Luka Doncic. Ça peut paraître enfoncer des portes ouvertes, et je pense que tout le monde va être d'accord. Mais est-ce que tout le monde va être d'accord pour y aller à fond? Parce que juste dire il faut tout faire pour Doncic, ça paraît logique et trivial. Et non mais Guillaume, on s'en fout. Enfin, si tu racontes tout des portes ouvertes, d'accord. Mais est-ce que si je dis il faut tout faire pour Doncic, y compris potentiellement se séparer de LeBron, est-ce que tout le monde est encore d'accord? Non mais j'exagère, mais vous voyez un peu cette idée que oui, pour juste dire il faut aider sa star, ça paraît trivial, mais l'application concrète parfois elle n'est pas forcément aussi facile que ce qu'on pourrait imaginer. Donc quelle est un peu la situation des Lakers? L'an prochain, on a sous contrat, qu'est-ce qu'on a? On a Doncic qui a encore un an à 46 millions. Et ensuite, il aura une player option pour la saison 27, mais il va pas la prendre. Il prendra pas la player option pour 2027. Il re-signera un contrat plus longue durée en 2026 ou avant. Mais bref, voilà. Donc l'an prochain, 45 pour Doncic. On est à 18 pour Hachimura aussi. On est à 14 même pour Austin Reeves, qui est un des meilleurs contrats de NBA. On a Gabe Vincent qui est à 11,5. On a Kleber qui est à 11 pile. Donc là, c'est 2 cartouches à utiliser dans le marché des trades, je pense. Gabe Vincent et Max Kleber. Pourquoi pas aussi Vanderbilt, qui est également à 11,5, 12 pour l'an prochain. Est-ce qu'il est à ce point important? Je ne sais pas. Est-ce qu'on pourrait l'utiliser comme une monnaie d'échange? C'est possible. Dalton Knecht, qui est à 4 millions. Shake Milton à 3 millions. Bronny James à 2 millions l'année. Bon, ça, c'est pas grand-chose. Et puis, Dorian Finney-Smith, player option pour l'an prochain. Donc, vu l'âge de Finney-Smith, il y a un choix à faire là. Est-ce qu'il prend les 15 millions maintenant? Est-ce qu'il prend sa player option et qu'il sera en free agent l'été prochain? Ou est-ce qu'il refuse sa player option aujourd'hui, cet été, pour aujourd'hui signer un meilleur contrat? Je pense que la meilleure chose à faire pour lui, dans son référentiel, ce serait, vu son âge, il a quoi? Il a 31, non, bientôt 32 en plus. Il est du 4 mai. Donc il a 32 ans, il aura 32 ans cet été. Sans doute qu'à cet âge-là, le mieux c'est de justement ne pas prendre l'option pour signer un contrat plus long. Donc voilà, mais ça, il n'est pas encore dans le salary cap pour l'an prochain. Je miserais même sur le fait qu'il ne prenne pas son option et que donc voilà, ça va être de l'argent en plus à rajouter. Et puis, on a aussi une player option de notre ami LeBron James. Bon, là, discutons un peu de LeBron James. Est-ce que LeBron va partir en retraite? Je ne sais pas. J'avoue que je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas. Mais c'est pas excluant non plus avec LeBron. Donc voilà. Mais en tout cas, contractuellement, il n'est pas encore dans l'effectif l'an prochain. Il a une player option. Donc soit il la prend et il lui reste une année à 52 millions qui du coup va rentrer dans la masse salariale. Soit sinon il la prend pas et il doit prolonger et signer un nouveau contrat. C'est un peu l'idée. Donc il n'y a pas de cap hold ici, il n'y a pas de cap hold d'argent qui pour l'instant est bloqué dans le salary cap parce que ils sont pas en fin de contrat. Ils ont des player options, c'est pas pareil. Mais bref. Donc évidemment, le premier choix là, c'est LeBron. Qu'est-ce que lui veut faire? Alors, il y a aussi un aspect où il a aussi une no trade clause. Donc imaginez les Lakers se dire attendez, on attend qu'il prenne son option et dès qu'il a pris son option, on va l'échanger contre Giannis. Ça, je peux vous le dire de suite, c'est pas possible parce qu'il a une no trade clause. Il peut choisir d'annuler un trade et de pas être échangé. Voilà, vous connaissez un peu la no trade clause. Mais voilà, donc tout part de LeBron James aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est un peu là-dessus que la physionomie de l'équipe prochaine va se faire aussi. Parce que est-ce qu'il va rester? Premièrement, est-ce qu'il va partir en retraite? Est-ce qu'il va rester aux Lakers, premièrement? Est-ce qu'il va juste partir en retraite? Mais je pense pas, parce que quand tu as une player option à 52 et que tu as envie d'arrêter, tu dis bon bah je prends les 52 millions et puis j'arrêterai l'an prochain, quoi, pour le coup. Vous voyez, si vraiment il voulait arrêter, s'il avait pas envie de jouer beaucoup, etc., bon bah tu prends les 52 millions. Tu vas pas partir comme ça, je ne pense pas en tout cas. Et puis sinon,
est-ce qu'il va re-signer pour plus longtemps, mais moins cher? Et ça n'a pas l'air évident. Ça n'a pas l'air évident. D'après les insiders des Lakers, il y a un aspect où il n'aurait pas envie, pas tant que ça, de prendre une réduction de salaire, d'accepter une réduction de salaire et de signer pour plus longtemps. Alors plus longtemps, oui. Peut-être que lui, il voudrait bien signer pour 3 ans encore à 52 millions à ce tarif-là. Mais apparemment, les insiders des Lakers disent bon, c'est pas fait qu'il accepte de descendre beaucoup son salaire. Donc au final, c'est aussi une partie importante de l'équation. Comment tout ça va se régler? Parce que on parle de littéralement un tiers du salary cap. La somme de salary cap, la limite, on va dire, c'est 154 millions. Le cap projeté, 154. Ensuite, il y aura le premier apron qui est à 160 et quelques, je crois, et puis le deuxième qui est encore plus haut. Mais ce que je veux dire, c'est que là, on parle d'un mec qui a un tiers de salary cap. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas s'il va prendre l'option. On ne sait pas s'il va la refuser pour signer pour 2 ans, plutôt qu'un, par exemple. Il y a plein de possibilités avec lui et vu à quel point il prend la place dans l'effectif et dans la masse salariale, surtout, c'est une question centrale. Et pour vous dire, en fait, pour l'instant, sans les options de LeBron et de Finney Smith, les Lakers sont déjà à 116 millions de salaire. 116, sachant qu'on a dit la limite, elle est à 154. Donc en fait, ils n'ont pas, les Lakers, des tonnes de cap space pour s'imaginer signer tel ou tel free agent, etc. En tout cas, ils auraient de la place si LeBron refuse son option. Mais s'il refuse, c'est peut-être pour re-signer chez les Lakers à un tarif assez élevé, etc. etc. Et donc voilà, 116 plus, je sais pas moi. Imaginons, il prend 20 millions, il accepte 20 millions de réduction de salaire. Bon, ben, il serait quand même à 30. Et donc 116 plus 30, ça fait 146, si je sais encore compter. Finney Smith, pareil, qui a 15 millions l'an prochain, soit il prend l'option, soit sinon, il la prend pas, mais il re-signe pour plus longtemps. Bref, ça ferait autour des 10-15 millions, là encore, pour encore quelques années. Mais je veux dire, pour l'an prochain, ne serait-ce qu'avec la re-signature de ces deux joueurs, et la re-signature avec un discount, vous avez vu, avec discount de LeBron James, on est déjà au niveau du cap space. Donc ouais, niveau free agent, ça va être un peu chaud. Par contre, l'avantage énorme, je trouve, des Lakers, c'est que il y a des tonnes de contrats de taille moyenne à échanger. Et c'est ça le moyen, à mon avis, de renforcer l'équipe, c'est de passer par des trades, parce que free agency, non. Mais les trades, ouais. Les trades, il y a plein d'assets différents. Il y en a un, c'est Austin Reeves, qui est un peu un cas particulier, parce que je pense que, bon, il sort de playoffs difficiles. Je pense tout de même que j'ai pas trop envie de l'échanger contre n'importe quoi. Austin Reeves, parce que déjà, moi, je l'adore. Mais en plus, c'est un des meilleurs contrats de NBA. Je veux dire, un mec qui est une troisième option, comme on dit. Mais j'aime pas le terme, mais vous voyez un peu l'idée. Troisième option NBA à ce contrat-là, à 14 millions l'année. C'est incroyable, le rapport qualité-prix. D'ailleurs, moi, je pense qu'il devrait attaquer en justice son agent d'il y a 2 ans, parce que ce contrat n'a ni queue ni tête. Mais voilà, il y a un peu ce truc-là avec Austin Reeves de, finalement, le contrat est pas si cher que ça, mais ça peut être aussi un avantage. Si tu décides de l'échanger, il y a quand même l'intérêt sportif. L'intérêt sportif de c'est un bon joueur. Et en plus, l'intérêt de c'est un contrat de taille moyenne, mais qui a une valeur sportive plus grande. Donc ça peut avoir de la valeur pour convaincre une équipe de lâcher un gros truc. Regardez, prenez Austin Reeves, il n'est pas payé beaucoup, pourtant il est bon, il va être bon avec vous, etc. Donc Reeves, c'est un cas particulier. Moi, vu le tarif et la rentabilité qualité-prix, je ne l'échangerai pas, en tout cas certainement pas contre n'importe quoi. Donc voilà. Et puis après, on a des contrats, on va dire, sur des joueurs dont on peut se passer très largement. Et ça, c'est quand même cool. C'est quand même cool. Bon, Gabe Vincent qui a 11 millions, on peut s'en passer, on peut l'échanger. Maxi Kleber aussi, 11 millions. C'est très bien aussi à échanger. Vanderbilt est quand même un peu plus utile. Mais bon, 11 millions, ça fait aussi partie de ces contrats de taille moyenne qu'on pourrait échanger. Et puis en fait, même Hachimura, pour moi. Hachimura à 18, j'aime bien Hachimura, ce qu'il est devenu. Autant j'aimais pas du tout le joueur à la base, à la draft, mais ce qu'il est devenu est sympa. Après, est-ce que pour 18 millions, il n'y a pas une certaine catégorie de joueurs où on se dit, bon, j'accepte de sacrifier un peu Hachimura pour l'avoir lui, le joueur qu'on veut dans un échange? Je pense que oui. Et puis voilà, 18 millions, c'est pas mal. Ça permet aussi de faire gonfler un peu la balance des salaires. Donc voilà, c'est l'avantage des Lakers pour moi, c'est que il y a plein de contrats différents. Un de 18, un de 14, un de 11, enfin non, 3 de 11, pardon. Et même on a Knecht, Dalton Knecht, qui est que à 4 millions parce que c'est un contrat rookie, donc plus bas, mais qui a un intérêt sportif, parce qu'il est bon, il est relativement jeune, et puis voilà, contrat rookie, c'est en termes de rentabilité qualité-prix, c'est génial un contrat rookie. Donc imaginons, si vous voulez faire passer la pilule de Gabe Vincent plus Maxi Kleber
c'est 22 millions les deux à eux deux, 22 millions, mais sauf qu'en face, on va dire, mais non, mais pourquoi est-ce que j'accepterais ça? C'est pas intéressant. Tiens, prends aussi un Dalton Knecht qui va avec. Bon, ça dépend pourquoi, mais voilà, c'est un peu... Il y a des mecs qui sont là pour équilibrer la balance des salaires, et puis il y en a d'autres qui sont là pour l'attrait sportif. Je pense que Knecht fait un peu partie de ça. Et puis, il faut aussi le dire, hein, malheureusement, les Lakers, là où ça peut être limité en termes de trade et de convaincre des équipes, c'est que, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'assets de tour de draft. C'est un peu ça le problème. Autant ils ont pas mal de cartouches en termes de contrats, de bonne taille à échanger et à monter des échanges. Hein, avec tous ces contrats, tu peux soit monter un énorme package, soit 2-3 packages de 20, 25 millions ou 30 millions, en combinant l'un ou l'autre différemment. Par contre, le problème, c'est quid des tours de draft, notamment si, encore une fois, tu as envie de faire passer la pilule de Maxi Kleber et Gabe Vincent, tu veux les salary dump quelque part et même avoir un bon joueur en retour. Bon, bah, l'équipe en face, elle va dire, mais quel intérêt j'ai, moi. Moi, j'accepte ça, mais si tu me donnes des choix de draft dans l'histoire. Mais sauf que Lakers, rien en 2025. Ils ont plus leur pick en 2025, qui part à Atlanta. Je crois, ouais, à Atlanta. 2027 non plus. Il est protégé. Il est protégé top 4. Top 4, je crois que c'était l'échange de Westbrook, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Choix 2027, donc ils ne l'ont plus. Le choix 2029, ils l'ont échangé à Dallas. Hein, c'était pour avoir Doncic, hein, c'est le seul choix de draft qu'ils ont échangé à Dallas. Et en fait, le problème pour eux, c'est quoi? C'est que, à cause de la fameuse Stepien Rule, qui est issue de Ted Stepien, le propriétaire fou des Cavaliers, qui à l'époque avait échangé tous ses choix de draft consécutifs du futur, bref. Voilà, maintenant il y a une règle où tu peux pas échanger des tours de draft futurs en amont. Pas consécutifs en tout cas. C'est un peu une limite pour empêcher des propriétaires fous. Donc, en l'occurrence, ils n'ont plus leur choix 2027, par exemple. Ils ne peuvent pas échanger le 2028. Très simplement. Donc en fait, oui, les Lakers possèdent le leur en 26, en 28 et en 30, mais du fait qu'ils ont échangé 25 et 27, et vu cette règle tu peux pas échanger en avance des choix consécutifs, en fait, leurs pics 26, 28 et 30, ils peuvent pas les échanger. Voilà. Ils peuvent pas les échanger en brut, on va dire. Après, tu peux toujours proposer des swaps, des pick swaps. C'est-à-dire, techniquement, tu ne donnes pas ton pick totalement, c'est tu proposes à l'autre d'échanger le pick avec toi. C'est-à-dire, celui qui est le pick le plus haut placé entre les deux, c'est toi qui le récupères et moi, je prends le moins bon des deux. C'est un peu une manière de contourner le pick swap, de contourner un peu cette règle. Mais voilà, en termes d'assets, il n'y en a pas non plus des tonnes. Et en fait, le seul vrai asset des Lakers, c'est le pick 2031. Et même qui pourrait être avoir encore plus de valeur, le pick 2031, si on l'échange de manière non protégée. C'est-à-dire, aucune protection sur le pick, on te le donne, et le 31 des Lakers premier tour sera de toute façon pour toi, même si il est top 5, top 2, ou même si c'est le premier choix de la draft. Et évidemment, c'est là-dessus que réside le risque. C'est que, est-ce que tu as envie d'échanger un pick non protégé, sachant l'état de ta franchise? Où tu espères que Doncic va rester, mais t'es pas sûr. LeBron a 40 ans. Voilà, vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc c'était un peu ça qui d'ailleurs m'avait un peu choqué et qui m'avait pas du tout plu dans l'échange de Mark Williams, qui a été annulé, heureusement. Heureusement, déjà qu'ils ont eu Doncic, il fallait qu'en plus on les aide en annulant un trade qui est pas bon. Mais non, mais c'est qu'en fait, ils avaient donné un pick non protégé 2031, qui était un énorme risque. Et non seulement c'était pour un joueur qui était pas si intéressant que ça, pardon, mais ne refaisons pas le débat Mark Williams. Mais en plus, donc c'était ton dernier asset, on va dire. Dernier gros asset, c'est ce pick 2031. Donc voilà, je pense que cet été, il va passer à la casserole, ce pick, parce que t'es un peu obligé. T'es un peu obligé pour aller chercher un bon joueur, pour monter un trade, un gros joueur notamment. Je pense que ça va passer par ça. Heureusement, t'as des salaires pour le faire, hein, pour monter l'équilibre des salaires. Donc tu peux aller chercher un gros joueur parce que tu mets 20 ou 30 millions grâce à Vincent, Kleber, Vanderbilt, etc. Mais bon, pour convaincre en face, il faut quand même mettre un pic. Donc le 2031, il ne reste plus que celui-ci à donner en brut, on va dire. Sinon, tu peux faire des pick swaps, mais c'est moins intéressant des pick swaps, hein, c'est juste un échange. Et puis, donc, disais-je, l'objectif principal, c'est tout faire pour Luka Doncic. Donc, premièrement, quid de LeBron James, qui est en fin de contrat. Est-ce qu'on a envie de le faire re-signer? Est-ce que lui veut rester ou à quel prix? Combien de temps? Le tarif? Voilà, etc. C'est plein de paramètres. Moi, je pense que ça lui plaît de jouer avec Luka Doncic. Et je pense que Luka Doncic aussi, ça lui plaît de rester avec LeBron. Mais bon, donc le cas LeBron qui va occuper pas mal d'attention.
Et après, donc, disais-je, l'objectif, c'est de tout faire pour Luka Doncic. Quelle est la manière de construire une équipe pour Luka Doncic? Le blueprint, comme on dit, le modèle est assez simple. Et paradoxalement, il a été parfaitement fait par Nico Harrison, qui, encore une fois, on le répète, mais Nico Harrison, est-ce qu'on peut encore parler au présent? Je ne sais pas. Mais qui était un des meilleurs GM de NBA, qui a un peu pété un plomb, et je pense qu'il y a une histoire d'ego et humain derrière ça. Mais bref, mais le modèle de construction d'équipe des Mavs jusqu'ici était parfait. C'est-à-dire, pour une équipe de Luka Doncic, qui est un style de jeu assez particulier, on va dire, on peut le décrire, c'est-à-dire héliocentrique, tous les ballons passent par lui, héliocentrique, porteur de balle classique de pick and roll, voilà, donc il y a des requis par rapport à ce style de jeu, et puis il est pas bon en défense, donc il y a aussi des requis par rapport au compromis défensif qu'il amène. Ok, et donc quel est le modèle d'une équipe de Luka Doncic performante? C'est une menace de verticalité, d'élite, et pour moi, c'est ça la leçon tactique de cette série, c'est que Doncic a besoin absolument d'une menace verticale d'élite pour mettre de la pression au panier pendant que lui, il drive, ou pour punir quand la tension vient trop sur lui, hop, la petite passe pour le alley-oop, ou alors l'inverse, comme on disait, la menace d'un mec qui plonge au panier, qui est grand, qui est long, qui est vertical, fait que la défense est obligée un peu de défendre ça, et donc ça le laisse pénétrer sur ses spots, à l'intérieur, au panier, au flotteur, au cœur du jeu, etc. etc. Vraiment, ça c'est pas nouveau, je l'ai remis sur Twitter, mais sur Twitter j'en avais parlé déjà à un moment de sa free agency 2019. Il y avait un peu des rumeurs à l'époque de Al Horford qui pourrait signer aux Mavs, et je me souviens à l'époque j'avais dit mais c'est très cool. Al Horford il sortait de sa période à Boston, souvenez-vous, dans son prime, etc. Génial défenseur polyvalent, plus le passing en short roll, en sortie de dribble, le shoot, etc. C'est cool, mais Luka Doncic, il lui faut une menace verticale. Voilà. Et ça, on le dit depuis qu'il est en NBA. Doncic, on n'est pas surpris aujourd'hui. C'est pas nouveau. Depuis 2019, on le sait. Donc, premier élément pour moi d'une équipe de Luka Doncic, menace verticale. Deuxième, idéalement, une star qui peut jouer off-ball. Pourquoi? Parce que Doncic, bon, il y a des fois, il va sur le banc. T'as un peu besoin d'avoir une deuxième star en termes de création, mais la force de Kyrie, c'est que c'était un shooter d'élite. C'est un des meilleurs shooters de NBA, Kyrie. Donc il y a ce côté pour moi où si t'as pas envie d'avoir des rendements décroissants, comme on dit, des valeurs qui se superposent mais qui ne se multiplient pas, qui est juste à toi, à moi, en fait, tu as envie d'avoir un shooter d'élite, notamment, ou alors un scoreur off-ball génial à côté de Luka Doncic. Comme ça, quand Doncic a la balle, il n'y a pas juste la star à côté qui attend son tour, il y a la star qui participe à optimiser Luka Doncic. Voilà, ça c'est primordial. Donc, verticalité, une menace verticale ou deux, principalement. Une star, quitte à avoir un autre gros salaire dans l'effectif, qui est une star qui peut jouer off-ball et représenter une menace off-ball. Et puis, troisièmement, des 3&D, des connecteurs. Et pourquoi c'est important? Pourquoi? On a fait l'épisode sur les connecteurs, si vous intéresse. Connecteur, c'est le fait d'un joueur qui peut amplifier un décalage, qui va pas être capable de le créer, mais une fois qu'il a un décalage, il peut le faire vivre, il peut l'amplifier, il peut attaquer en sortie de dribble et faire un passing en mouvement, etc., etc. Et c'est pas juste 3&D, et c'est important parce qu'aujourd'hui, un modèle à la Rockets 2018, dans la NBA d'aujourd'hui, ça ne marcherait pas, parce que les défenses sont beaucoup trop polyvalentes, dynamiques, et donc les défenses, face à des 3&D un peu statiques, genre Trevor Ariza, PJ Tucker, etc., bah juste en fait elles vont les forcer, elles vont fermer agressivement au niveau des close-out, elles vont les forcer à faire des actions en sortie de dribble, ce qu'ils ne sont pas capables de faire. Donc aujourd'hui, quand tu as un style de jeu qui est héliocentrique à la Luka Doncic, tu peux pas juste mettre des shooters statiques dans les corners ou sur l'aile, il faut des mecs qui vont être capables de tirer profit des décalages qu'il va créer et de l'attention qu'il va créer et de l'attention qu'il va réclamer, qui va générer sur les pick and roll notamment. Donc tu as besoin que quand la défense se déploie sur Doncic, autour, il y a des connecteurs pour faire le lien, pour amener la balle, pour faire le lien, littéralement le milieu de la chaîne entre le créateur et le finisseur, pour donc amener la balle à partir du décalage à un cut au panier, un alley-oop, un catch and shoot à 3 points de l'autre côté, etc., etc. Donc voilà, 3 piliers d'une équipe héliocentrique en 2025, c'est ça. Verticalité, une star qui peut jouer off-ball et un 3&D, des 3&D connecteurs. Et pas juste statique, et pas juste 3 points et puis rien d'autre. Non, des mecs qui peuvent un peu faire vivre le ballon. Et puis oui, évidemment, 3&D, il y a aussi D.
il y a la défense. Ça, c'est primordial. Juste, si vous prenez Kevin Huerter, Dalton Knecht et puis AJ Green, quoique AJ Green défend un peu, mais bref, vous avez compris l'idée. Non, il faut des défenseurs. Il faut des défenseurs pour le compromis défensif de Luka Doncic. Il faut que les squads de défense off-ball notamment, mais même on-ball, les squads déliés soient quand même plutôt bonnes pour que Doncic soit à peu près le seul maillon faible. C'était un peu l'idée. Donc, comment faire? Je pense que la star qui est Elite Off-Ball, va-t-on la trouver cette année? Je ne pense pas. Austin Reeves peut-il faire partie de ça? Est-il cette star? Non. Bon, après, si LeBron re-signe, il n'y a pas de question là-dessus, hein, pour le coup. Mais voilà. Après, est-ce que d'ici, quand LeBron sera à la retraite l'an prochain, l'été d'après, peut-être il y aura de la place pour aller signer un joueur type Kyrie ou Kyrie lui-même, d'ailleurs, pourquoi pas. Pourquoi pas reformer ce duo, mais voilà. Je pense que la question de la deuxième star, pour l'instant, c'est LeBron. D'un point de vue salaire, pour le coup. Les 3&D, c'est compliqué. C'est compliqué parce que t'as pas trop d'argent sur la free agency. C'est un peu comme ça que tu les trouves, que tu vas les dénicher. Alors t'as un peu d'argent, mais bon, pour monter toute une escouade de qualité de 3&D connecteurs, ça peut prendre du temps, mais à la limite, c'est peut-être le moins compliqué au final parce que c'est des salaires un peu moins chers, donc ça peut se trouver plus facilement. Et après, peut-être que au centre de tout ça, il y a la question du pivot. La question du pivot et de la verticalité. Bon, l'avantage de Mark Williams, c'est en février dernier, pourquoi ils avaient fait ce trade à la base. Mark Williams n'est pas ce que j'appellerais de la verticalité d'élite. C'est un mec qui est grand, qui est très très long, qui a des bras immenses, mais il n'y a pas beaucoup de pop vertical, il n'y a pas beaucoup d'explosivité, de vivacité. C'est pas l'élite là-dedans. Mais bon, c'était un peu l'idée. C'était un peu l'idée d'aller chercher une menace au moins qu'à des centimètres en termes de verticalité. Et en plus, avec Mark Williams, ça avait l'aspect de... Il était sous contrat rookie, donc on pouvait le prendre, pas cher. Et en plus, si on récupérait ses droits de contrat rookie, on pouvait dépasser le salary cap en le prolongeant. Donc ça, c'était génial. C'était la vraie raison du trade de Mark Williams. Là, je pense que sur le marché, il n'y a pas de joueur un peu comme ça. Je vois pas Dallas lâcher un Derek Lively, par exemple, dans ce profil-là, contrat rookie et pivot. Je pense pas, mais voilà, je pense qu'il y a pas mal de noms qu'on pourrait grainer. Je vois pas Miami lâcher un Kelly Ware, je vois pas... Il n'y a pas de nom qui ressemble à ça. Donc, ça, c'est un peu compliqué. Après, il y a une option qui me semble assez logique, j'en parle depuis longtemps, et je sais que les gens sont moins que moi sur lui, mais c'est peut-être moi qui suis en tort, pour le coup. Pour moi, il y a l'option Nick Claxton, qui, voilà, quand on souligne, encore une fois, le besoin, plus que l'envie, plus que le bonus, c'est un vrai besoin, la nécessité d'avoir de la verticalité pour optimiser pleinement Doncic, moi, ça ferait sens de dire, c'est à ce point de priorité qu'on met le prix sur la table pour l'avoir. Parce que Claxton, moi, il rentre là-dedans. Le verticalité d'élite, explosivité, etc. En plus, en défense, il fait un switch all. Donc ça, c'est génial aussi, pour le coup. Après, Claxton, où est-ce qu'on en est d'un point de vue contractuel? On est plus cher. On est plus cher que à Dallas, Lively qui était sous contrat rookie. On est plus cher que Mark Williams qu'on aurait pu avoir contrat rookie. On est plus cher que pas mal de petits noms qu'on pourrait trouver en free agency à 5 ou 10 millions. Claxton, non. Claxton, il a signé une prolongation de contrat avec Brooklyn. C'est fait exprès. Il l'avait prolongé pour pouvoir le rééchanger. Et donc, l'an prochain, il a encore 3 ans de contrat, 25, 23 et 20 millions. Donc le bon point, c'est que c'est dégressif, comme on dit. Et ça, c'est typique. Quand tu as une équipe qui prolonge un joueur pour l'échanger ensuite, le contrat va être dégressif. À l'époque, pareil pour Aaron Gordon à Orlando. Il y a plein d'exemples un peu comme ça. Mais c'est aussi un signe quand vous voyez un contrat dégressif, en général, c'est que l'équipe veut échanger le mec bientôt. Mais bref, voilà, on parle d'un mec qui est à 20 millions, même sur la 3e année du contrat dégressif. Et toute la différence avec un Mark Williams, c'est que Mark Williams, tu aurais pu lui donner 20 millions aussi, même 25, mais tu aurais pu le faire en dépassant le cap. En fait, tu aurais pu créer de la valeur dans ton salary cap. Là, Claxton, non. Claxton a déjà prolongé, t'as pas ses droits, il a déjà prolongé ailleurs. Donc, si tu le veux, il faut que tu fasses rentrer 20 millions. Il faut que tu dégages des gens, il faut que tu dégages 20 millions ou 25 pour l'accueillir. Alors que, nuance, Mark Williams, t'aurais juste eu besoin de dégager 3 ou 4 millions de son contrat actuel, et ensuite t'aurais pu le prolonger de 20 millions. Donc, encore une fois, dans l'aspect de rétention de valeur, création de valeur, de salary cap, il y a des règles où tu peux dépasser, mais c'est des règles un peu particulières. Là, voilà. Là, par exemple, tu peux dépasser sur une prolongation de contrat. Tu ne peux pas dire on ajoute Claxton de nulle part. Donc ça fait toute la différence. Avec le cas Claxton, c'est que, vous l'avez compris, Claxton, vu qu'il est un peu cher, c'est un compromis à faire sur le marché et en termes d'équipe. Il y a un trade à faire.
il y a un trade à faire, il faut se séparer d'éléments. Alors, dans l'idée, il y a un Hachimura qui a 18 millions. Bon, ça peut un peu faire l'échange un peu sec. Après, on peut me dire, oui, mais l'intérêt, ce serait peut-être de garder Hachimura et d'échanger plutôt des mecs, les mecs dont on veut pas, quoi. Pourquoi pas les Gabe Vincent, Maxi Kleber, dont on se fiche un peu. Pourquoi pas Vanderbilt. Pourquoi pas mettre un petit Dalton Knecht aussi, vu que, ils essaient un peu de reconstruire et ils aiment bien des jeunes ou quoi que ce soit. C'est un peu d'attrait sportif, au moins. Donc, voilà, ça. Oui, mais est-ce que c'est assez? Je suis pas sûr. Hein. Autant, je pense qu'à Hachimura, on peut à peu près leur vendre le fait que, bon, prenez-le et puis vous pouvez un peu le revendre en pièces détachées, mais en tout cas, le revendre ailleurs ensuite. Mais je pense que si vous arrivez avec Gabe Vincent et Kleber, non, ça passe pas. Donc, potentiellement, Claxton, pour moi, c'est peut-être la meilleure option sur le marché, mais compromis de construction d'équipe, tu vas forcément devoir te séparer de salaire et donc de joueurs de rotation. Deuxièmement, ça a un prix. Et je pense que tu ne l'auras pas sans le pic 2031 balancé dans l'histoire. Surtout que, c'est un peu con, hein, mais surtout si tu as déjà montré aux Nets et à tout le monde que, en fait, tu étais prêt à le lâcher. Et si tu étais prêt à le lâcher, pardon pour les familles, mais si tu étais prêt à le lâcher pour Mark Williams, bon, les Nets, ils vont dire, mais attendez, mais nous, Claxton, il est meilleur. Nous aussi, on le veut le pic. C'est un grand minimum. Au grand minimum, on veut le pic 2031 non protégé, nous aussi. Donc, idéalement, c'est Claxton pour moi, sportivement. Après, ça a un prix plus élevé. Donc, comment est-ce qu'on se situe par rapport à ça? Est-ce qu'on préfère ne pas faire ça parce que c'est trop cher en termes de salaire et de pic et rester ainsi, mais le ainsi, c'est pas optimisé pour Doncic? Ou est-ce qu'on fait le truc, quitte à sacrifier un peu des choses? Je ne sais pas, mais voilà un peu pour le topo pour moi autour de Claxton. Au demeurant, il y a d'autres options, moins chères et moins risquées. On peut penser notamment de suite à un Robert Williams. Robert Williams, oui, c'est moins cher, mais pourquoi c'est moins cher? C'est moins cher en termes de salaire, je crois qu'il est autour des 12-13 millions, mais c'est moins cher en termes d'acquisition, hein. Tu n'auras pas besoin de payer très cher pour l'avoir. Après, il y a une raison. Robert Williams, pourquoi il va être disponible pour beaucoup moins cher, pour beaucoup moins, c'est que tu n'es pas sûr qu'il soit sur le terrain, quoi. Donc forcément, ça rentre en compte, mais c'est l'inconvénient de ton avantage. Hein. Si tu l'as pour beaucoup moins, c'est pour une raison aussi. Donc imaginons qu'on se sépare je sais pas, on fait un package pour avoir Robert Williams. Ok, tu l'as pour beaucoup moins, mais peut-être qu'il va pas jouer ou pas du tout quasiment avec Doncic. Donc c'est un problème. Mais bon, de l'autre côté, il y a aussi la vision de, certes c'est risqué, on peut avoir un risque et donc une potentialité de situation négative, on peut aussi parier sur l'issue positive. En mode, non mais Claxton, c'est trop cher, payons pour l'option moins chère, et si ça se trouve, on va se retrouver dans 1 an, et puis il aura fait une saison relativement complète. Il va très bien défendre comme à l'époque on le connaissait. Menace de alley-oop, peut-être la meilleure de NBA ou pas loin. Enfin, s'il est sur pied, ça peut être le jackpot, quoi. Ça peut être on a moins dépensé qu'on l'aurait fait pour Claxton, et en plus, ça a marché. Donc, bon, ça c'est évidemment si on ferme les yeux, ou en tout cas si on parie sur une issue optimiste. Et j'avoue que moi je serais prêt à le faire, mais pour un prix qui est vraiment très très faible pour le coup. Je serais peut-être pas prêt à inclure un vrai joueur de rotation. Si on me demande Vanderbilt ou un second tour de draft ou des trucs comme ça, je sais pas. Je suis prêt à prendre le pari, mais pour vraiment un pari pas très risqué, quoi, pour le coup. Et je l'adore. Hein. Je crois qu'il n'y a pas plus grand fan de Robert Williams sur Terre depuis son époque Texas A&M que moi. Mais il y a aussi la réalité du terrain, quoi. De finalement, bon, équipe de tanking, certes, mais ça fait 2 ans qu'il a joué 26 matchs depuis 24 et 25, et il faut en rajouter 35 en 2023. Donc grosso modo, il n'y a qu'une fois en carrière où il a joué plus de 60 matchs, c'était en 2022, la fameuse année, et depuis il joue pas, quoi. Donc ouais, c'est une option moins chère que moi je serais prêt à prendre pour très peu cher, pour le coup. Pardon, une option risquée que moi je serais prêt à prendre pour très peu cher. D'autres options aussi, hein, pour le coup, dans l'esprit de prenons un contrat rookie qui va être pas cher et qui va nous permettre de dépasser le cap pour créer de la valeur comme ça et pousser un peu les limites du cap, et comme ça ensuite on pourra créer de la valeur et rééchanger, etc. Au Jazz, Walker Kessler. Kessler, on est vraiment sur le mec qui est un pivot, qui à mon avis peut être un pivot de bonnes équipes, à 30 minutes par match sans souci. Je pense que sa défense est de très très haut niveau. On s'en rend pas compte parce qu'il est à Utah, mais défense de haut niveau, qui ferait pas du tout de tâche en tant que titulaire. Alors, je dis pas qu'il va être Deepoy, hein, pour le coup, mais dans les standards des pivots titulaires, il ferait pas tâche du tout, hein, pour le coup, Kessler, qui serait sous contrat rookie. Donc on retrouve un peu l'avantage de Mark Williams de on te prend pas cher, on peut dépasser le cap pour te prolonger ensuite. C'est génial.
en termes de gestion de contrat, c'est ce qu'il faut faire, ce type de profil. Mais, bon, déjà, le Jazz, il demande toujours des prix un peu élevés. Donc, je ne sais pas à quel point il le céderait pour assez peu cher. Je ne sais pas. Est-ce que je suis prêt à mettre beaucoup pour Kessler? Moi, oui. Mais, est-ce que je le fais, moi, pour une équipe de Doncic? J'avoue que je suis pas sûr. J'avoue que je suis pas sûr du tout. Pourtant, là encore, hein, je pense que Kessler, si vous écoutez le Basket Lab depuis 2-3 ans, vous m'entendez en dire de très 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 bonnes choses. Et pour n'importe quelle autre équipe, je pense que je ferai le move un peu les yeux fermés. Mais par contre, c'est vrai qu'avec Kessler, pour moi, on retrouve pas l'aspect primordial de verticalité. C'est un bon pivot offensif qui a fait de bons progrès cette année. Il est un peu plus agile, un peu plus fluide, un peu plus vif que la version un peu pâteau qu'on avait depuis 2 ans en NBA. On en a parlé cette saison dans l'hebdo. L'hebdo du lundi matin, on en a parlé 2-3 fois déjà de Kessler, qui est quand même un peu mieux offensivement. Mais c'est pas exactement le profil, je pense, qu'il faut offensivement. Clairement, on n'est pas sur cet aspect de la verticalité d'élite, le mec qui peut mettre de la pression au panier avec un roll, R-O-L-L, rapide, puissant, etc. Non, il n'y a pas ça. Donc pour n'importe quelle autre équipe, oui. Pour Luka Doncic, je suis pas sûr. Donc c'est pas le profil parfait. Après, est-ce qu'on a d'autres options? Alors, peut-être j'en oublie, hein, pour le coup. Peut-être j'en oublie, mais il n'y en a pas non plus des tonnes. Paradoxalement, est-ce qu'on pourrait pas le tenter un Gafford qui a à peine à 12-13 millions, et je crois qu'il a plus qu'un an de contrat, donc en plus il est pas loin de la fin de contrat. Peut-être que Dallas voudrait l'échanger. Après, ça paraît assez improbable. Pour le coup, à cause des relations, enfin les relations, quoi. Vous allez me dire, les relations sont plutôt bonnes, mais non, mais par rapport au fait que, bon, je sais que Davis il veut jouer pivot, mais est-ce que vraiment tu auras de la place pour et Davis et Lively et Gafford, les trois en même temps? Je ne sais pas. Mais voilà, il est sous contrat. Il est bien là où il est. Je suis pas sûr que Dallas le lâche pour pas grand chose, pour le coup. Donc voilà. Capella va être free agent, mais comme on a dit déjà, il n'y aura pas des tonnes d'argent en free agency. Et puis Capella, c'est dans quel état est-ce qu'il est également, Capella? On parle pas du Capella de 2018, là. On parle du Capella 2025, qui est pas si vieux que ça, mais qui est plus en très bon état. Donc le côté verticalité d'élite non plus n'est pas trop là. Mais bon, après de l'autre côté, il y a des options un peu différentes. Je pense qu'on a Goga Bitadze qui est à Orlando, qui est un peu enterré dans la rotation par moment, qui est pas cher, hein. Je crois qu'il a signé pour 9 ou 10 millions l'été dernier, donc c'est pas si cher que ça, mais c'est pas totalement non plus de la verticalité. Mais bon, après, verticalité peut-être ne fait pas tout. J'avoue que si vraiment il y a la possibilité d'avoir un Kessler, peut-être que tu le fais à court terme, et tu vas compléter l'effectif avec un rollman un peu moins cher, de type, je sais pas moi, un Brandon Clark, quoi, un mec comme ça, quoi, un peu en sortie de banc, une menace verticale, quoi, pour le coup. Donc oui, Kessler, si vraiment il y a la possibilité pour pas très cher, vu ce qu'il peut t'apporter structurellement en défense, plus côté contrat, tu le fais. Goga Bitadze aussi. Pour moi, Goga est un joueur assez sous-estimé, et que il aurait déjà dû être titulaire dans une équipe NBA depuis au moins 1 ou 2 ans, mais malheureusement, voilà, Goga, c'est pas parfait, mais Goga, peut-être que je tente le pari. Mais d'ailleurs, moi-même, je parlais tout à l'heure du fait que, est-ce que vraiment Redick et les Lakers ont intérêt à rester en switch all, vu qu'il y a plusieurs maillons faibles dans l'effectif? Bah, peut-être pas, hein. Et peut-être qu'aussi, qu'en ce sens, le pivot peut être comblé par du Kessler, par du Goga, qui vont pouvoir faire un peu de drop, et des schémas plus traditionnels. Drop ou edge, hein, d'ailleurs. Goga est assez mobile pour monter un peu plus haut sur les écrans. Mais voilà, peut-être aussi qu'on peut imaginer un autre modèle d'équipe à cause de la défense. Et que, certes, tu n'auras pas cette verticalité d'élite, mais peut-être un aspect de, allez, faisons ça de base, et puis si on retombe, si pendant la saison, on va aller chercher tel role player qui est une menace verticale de lob, pour pas cher du tout, et qu'on va ressortir pour juste pile la série contre les Wolves, ou pile la série contre un tel ou un tel. Si vraiment on a besoin de ça, on ressort la menace verticale pour pas cher, quoi. Voilà, aller signer au minimum ou pas loin un Dwight Powell, ou voilà, ce genre de bêtises, quoi, pour le coup. Ça pourrait s'imaginer aussi, de changer un peu le mode de fonctionnement, ou ne pas prendre directement la verticalité d'élite et un profil trop cher, mais prendre un peu la meilleure opportunité à court terme, quoi. Et puis qui peut aider aussi l'équipe en défense, Kessler, Goga. J'aime aussi beaucoup Poeltl, moi, à Toronto, Jakob Poeltl. Après, 2 problèmes, c'est que c'est un peu plus cher. On a un peu catégorie Claxton, hein, avec Jakob Poeltl. On est autour des 20 millions, je crois, mais là, voilà, on a vraiment un mec qui est pas 10 sur 10 en verticalité, mais qui est quand même un finisseur, je trouve, assez sous-estimé, pour le coup, en termes de longueur de bras et de vraiment verticalité de alley-oop, je veux dire, mais aussi
Il a de la finition un peu autour du panier, c'est un peu des push shots, un peu des flotteurs, parce qu'il y a du toucher de balle, donc ça c'est cool. Plus, c'est aussi un défenseur de bon niveau, vraiment de bon niveau. Donc ouais, assez mobile, assez polyvalent également. Protecteur de panier un peu sous-estimé, je trouve. Donc voilà, c'est une qualité de joueur. C'est pas Lively Gafford, mais c'est un profil différent, mais plus cher. Donc, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et puis l'autre obstacle également, au-delà du prix, c'est le fait que Toronto peut-être va vouloir gagner, en fait. Quand on voit qu'ils ont signé un Ingram, ils l'ont prolongé, quand on voit qu'ils veulent compétitif directement, quitte à être milieu de tableau, mais je sens qu'ils veulent être compétitifs, donc je suis pas sûr que Potel soit échangé, pour le coup. À moins que, attendez, je vais quand même vérifier, est-ce qu'il est en fin de contrat? C'est la clé. Hein. S'il est en fin de contrat, Masai Ujiri va l'échanger. Mais ce qui veut dire que les Lakers pourront l'avoir qu'en février. Non, il est même pas en fin de contrat. Il lui reste quoique pas loin. Il est 26 plus une option en 27. Donc potentiellement en fin de contrat en 26. Donc peut-être, mais bon, ça coûte cher, quoi. On est aux 20 millions. Donc ça coûte cher, c'est pas totalement ça. Gafford, j'en ai parlé déjà. Et puis, Giannis, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, je crois, mais Giannis, il faut un peu oublier. Hein. Il faut oublier de suite parce que, pour plusieurs raisons, soit tu l'échanges contre LeBron au niveau des salaires, et sauf que LeBron peut dire non, mais je vois pas pourquoi LeBron accepterait d'aller à Milwaukee. Donc voilà, je pense que par ce biais-là, non. Et par le biais de plusieurs contrats de type, allez, on met Kleber, on met Gabe Vincent, on met Vanderbilt, etc. On arrive à monter aux 50 millions de Giannis. Hachimura, par exemple, aussi. Ok, on peut trouver un équilibre des salaires. Ça, c'est possible. Mais premièrement, c'est en sacrifiant tout le reste de ta profondeur. Donc, est-ce que tu as envie? Et deuxièmement, surtout, même principalement, je pense qu'il y aura des offres bien meilleures que celles des Lakers qui peuvent proposer des contrats, mais pas intéressants, hein, pas hyper intéressants, et aucun choix de draft. Alors que, pour le coup, j'espère que Milwaukee, c'est pas Dallas. J'espère que Milwaukee, s'ils échangent un peu leur star cet été, c'est pour choper la banque au niveau des pics. Clairement, il y a un truc à faire là. Il y a 5, 6, 7 choix de draft à aller chercher avec Giannis qui est dans son prime et qui est un des 2 ou 3 meilleurs joueurs du monde assez facilement. Donc non, je pense pas que ce soit faisable côté Lakers, ne serait-ce que sur l'aspect de quel package intéressant à proposer. Et même si tu mets Austin Reeves, hein, je veux dire, moi-même j'adore Austin Reeves sans doute plus que la moyenne, mais non, Austin Reeves ça suffit pas pour aller chercher un mec de ce calibre, de Giannis. Donc non, il y aura de meilleures offres sur le marché. Donc voilà, c'est un peu la question du pivot. Est-ce qu'on part sur vraiment verticalité à tout prix, Claxton, mais ça a un prix? Est-ce qu'on part sur, non, plutôt des role-players beaucoup moins chers, mais donc aussi beaucoup moins d'impact? Est-ce qu'on part sur l'opportunité Kessler ou Goga Bitadze ou Potel, profil un peu différent que verticalité, mais c'est court terme, pour être compétent court terme, pour de la défense. Et puis en plus, il y a certains avantages, comme on a dit, notamment Kessler avec ce côté prolongation de contrat où tu peux dépasser le cap toi-même de ton propre cap pour le prolonger. Ce sera à voir. Mais bon. Est-ce qu'on pourrait pas se finir avec des propositions de trade un peu débiles, si ça vous dit, juste pour le fun? Non, après, plus sérieusement, il y a aussi à Chicago. Ça pourrait être intéressant à Chicago de surveiller parce que, vous le savez, les Bulls commencent un peu une reconstruction. Alors, ils sont en playoff parce qu'on est à l'Est, hein, et donc même quand tu reconstruis à l'Est, t'es en playoff. Mais il y a 2 profils intéressants à aller chercher. Lonzo Ball, bon, qui est souvent blessé, mais si Lonzo Ball est sur pied, c'est un atout de choix incroyable pour moi. C'est un 3&D connecteur comme on veut chez ces Lakers. D'ailleurs, il a joué aux Lakers. Hein. Mais 2 ans de contrat, 10 millions l'année, à peine, pas cher. Et pourquoi pas aussi essayer de forcer et avoir Ayo de Sumnu dans l'affaire, dans le package, qui lui aussi qui est à 7 millions l'année, 7,5, qui est en fin de contrat, donc plus qu'1 an de contrat, qui est jeune, mais qui est un jeune à potentiel limité. Il a 25 ans déjà. Il n'a pas non plus des tonnes de création, pas des tonnes. Donc, bon, on peut se dire que nouveau projet aux Bulls, ils sont pas en mode... non, il nous faut absolument de Sumnu pour la suite, quoi. Donc, si tu arrives à monter un package intéressant pour une paire de 3&D connecteurs comme eux, ouais, c'est génial. Mais bon, ça règle pas la question du pivot. Ça ne règle pas du tout la question du pivot. Est-ce que vraiment, moi, j'ai pas envie de le faire. Hein. Moi, je pense que je ne le ferai pas. Mais si les Lakers veulent un peu mettre sur le marché Austin Reeves, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'aller chercher, justement, pourquoi pas Austin Reeves plus d'autres contrats? Reeves étant l'attrait sportif et l'attrait du package, pour aller chercher un duo de type Goga, Bitadze et KCP. Sachant que Orlando a besoin de création offensive, Austin Reeves, qui peut aider, plus KCP qui fait pas une bonne saison, bon, on peut se dire, si on sort du contrat assez rapidement, ça peut être cool. Les Lakers qui font le raisonnement inverse, de se dire, Austin Reeves c'est cool, mais peut-être qu'un 3&D d'élite, ça peut être bien. KCP qui a déjà joué aux Lakers avec LeBron, etc. Plus si dans le package... En fait, l'idée, ce serait utiliser la valeur de Reeves, un peu son attrait sportif, pour faire d'une pierre deux coups.
KCP plus Goga, tu combles 2 manques en un. Et ok, tu perds Reeves, hein, c'est un peu dommage. Moi, j'ai pas envie de faire ce trade, hein, notamment. J'ai pas envie d'échanger Reeves du tout. Mais dans l'idée, pour essayer un peu de dépeindre toutes les possibilités, pourquoi pas se servir de la valeur de Reeves là-dessus, sur une sorte de package comme ça. Par exemple, donc Orlando, où on va pas toutes les faire, hein, tous les trades un peu débiles. Je pense qu'il y aura le temps de le faire cet été en live ou un peu plus en mode détente. Je veux pas que le podcast soit pas trop long aujourd'hui non plus, mais voilà. Je vais garder un œil aussi, j'en ai pas parlé, mais Marcus Smart, qui est à 20 millions, qui est un contrat finissant. Smart, ce serait quand même pas mal d'aller chercher à Washington, ou qui joue pas grand chose, qui va pas non plus en réclamer beaucoup. Fin de contrat, il est plus vieux, mais ça fait aussi partie du truc, quoi. C'est qu'il va pas être cher parce qu'il est plus vieux et qu'il a qu'un an de contrat et qu'on n'est pas sûr qu'il soit encore très bon, je sais pas, mais en tout cas, il a vécu 2 ans un peu compliqués, niveau blessure notamment, et sur le niveau de jeu, donc il serait un peu moins cher, mais voilà, un mec comme ça, c'est hyper intéressant à aller chercher. Les Pelicans aussi, à surveiller. Pelicans, s'ils font tout péter comme ça pourrait être le cas, peut-être un nouveau cycle avec l'excellent Joe Dumars, responsable des Pistons 2013 notamment, et 14. Non mais si les Pelicans font tout péter, il y a des pièces assez intéressantes à aller chercher. Mais bref, il y a de belles pièces à aller chercher côté Pelicans si ça pète, en tout cas, je trouve. Les Blazers aussi. Alors, il y a une option de pivot qui me fascine un peu, moi, personnellement. Je n'ai pas osé la citer pour pas me faire insulter en commentaire à YouTube, mais... Non, mais... Est-ce que DeAndre Ayton... Voilà, j'en dirai pas plus. Est-ce que DeAndre Ayton... Bon, non, le problème, c'est que c'est un peu cher, Ayton. C'est que c'est un peu cher, mais... Après, si on a le vrai Ayton, qui est un défenseur qui était, à l'époque Suns, très très solide, plus un des meilleurs finisseurs de NBA en termes de, déjà, la verticalité, plus la finition un peu, tu donnes la balle un peu n'importe où dans la raquette, il a un toucher de balle qui fait qu'il peut mettre le flotteur à peu près n'importe où. Enfin, je veux dire, faut quand même pas oublier que le Ayton 2022 et 2023, pour moi, on est largement top 40 NBA. Et aussi sur la défense. Sur la défense qui était mobile, plus la défense qui est pas 10 sur 10 au panier, mais qui est quand même assez solide. Franchement, si on a le vrai Ayton, moi, à 35 millions d'années, ça me dérange pas. Le problème, c'est que est-ce qu'on aura le vrai Ayton? Mais en tout cas, il y a un monde où le fit va très bien avec Doncic, pour le coup, ironiquement, alors que c'est lui qui a été drafté avant. Voilà, pareil, côté Blazers, il y a pas mal de noms, on peut aller piocher s'ils veulent bien s'en séparer, mais je suis pas sûr non plus qu'ils veuillent, pardon. Donc ouais, je veux pas trop développer là-dessus non plus, mais bref, pour dire, la question du pivot va être primordiale pour moi, et à quel point peut-on, via nos contrats de taille moyenne, arriver à monter 2-3 échanges pour tel ou tel 3&D, bon, voire très bon. Ce sera un peu toute la question. Et encore une fois, objectif 2026, objectif garder Luka Doncic, ça me paraît la priorité absolue. La question est donc à quel point et jusqu'où sommes-nous prêts à aller en termes de sacrifices ou de moves pour prioriser le fait de garder Luka Doncic. C'est toute la question pour moi. Et je parle pas de forcément virer LeBron ou quoi que ce soit, mais à quel point on est prêt à faire vraiment des moves dans cette direction. Payer le prix fort pour Nick Claxton, payer le prix fort pour tel 3&D, aller chercher un pivot maintenant plutôt que attendre et avoir des opportunités plus tard, faire des moves maintenant plutôt que le cap space qu'on aura l'an prochain, à quel prix on re-signe LeBron James, à quel point pour l'instant on veut échanger ou pas Austin Reeves, etc., etc. Pour moi, on est vraiment sur l'objectif garder Luka Doncic, évidemment. Peut-être que l'attrait des Lakers, des Purple and Gold, ça suffira. Peut-être que le fait d'avoir des maisons gratuites ou des contrats marketing à Los Angeles, ça suffira. Mais peut-être que sportivement, il faut un peu se bouger pour le convaincre. Donc, objectif 2026 qui va passer par un été déjà 2025 qui, pour moi, est loin d'être négligeable. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà pour nos amis les Lakers. Effectivement, bon, situation un peu compliquée à venir. On verra comment tout ça va s'organiser. Bon, je me suis un peu planté moi au niveau du bracket, évidemment. Moi, je les voyais aller assez loin. Et pour le coup, j'ai pas trop envie de. C'est pas que j'ai pas envie de revenir dessus, mais je trouve tout de même que l'équipe qu'on avait vue, alors peut-être par flash, effectivement, mais l'équipe qu'on avait vue en fin de saison et deuxième partie de saison était quand même plus intéressante que ce qu'on a eu là en fin d'année, quoi, sur les playoffs. Bon, tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai que le coaching de Redick n'a pas été parfait. Il y a des choix qui ont été faits, je comprends pourquoi les choix ont été faits, mais certains choix avaient leurs compromis, etc. Voilà, un peu déçu parce que vraiment, je pensais vraiment, réellement, que cette équipe pouvait être quand même plus intéressante que ça. Et puis, ouais, voilà, la situation de Doncic aussi, parce qu'on pourrait se dire, bon, playoff, on s'en fiche, la saison est satisfaisante puisqu'on a eu Doncic, mais
Mais bah voilà, l'équipe était quand même en fin de cycle où se diriger vers ça, donc c'est pas évident, il faut quand même le garder, le Doncic, et j'espère que les paillettes suffiront, mais il me semble que certaines équipes pourraient proposer de meilleures situations, donc on verra ça, ça va être passionnant à suivre, tous les moves des Lakers comme d'habitude, et puis on va se retrouver bientôt, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour parler de séries, pour d'autres séries, pour des previews peut-être, de sûr pour l'instant il n'y a que Cavs contre Pacers, on va faire bientôt la preview, peut-être qu'au moment où vous écoutez ça, Denver a conclu la série à 6 partout, non à 4-2, mais peut-être que pas, peut-être qu'ils ont perdu le match 6, je ne sais pas, mais en tout cas on se retrouve bientôt, comme durant tous les playoffs évidemment. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, pour vos likes, etc. Surtout que je me suis battu avec YouTube pour publier une vidéo, donc toujours gentil de voir quand il y a des likes et des commentaires. Merci à tous et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.